d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droits Citoyens va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant... Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en direct, Droits Citoyens, le média libre et citoyen sur Facebook Live, il est 21h21. Nous sommes le vendredi 12 février et ce soir une émission spéciale chiffres pour rester optimiste en cette période de crise sanitaire qui nous pourrit bien la vie depuis plus d'un an. Et nous allons accueillir nos invités de ce soir, donc on va commencer par Nicolas Farkas. Est-ce que Nicolas est de cérémonie ce soir ? De cérémonie, carrément, c'est une cérémonie. Oui. Cérémonie ce soir. Je suis pas en tenue de cérémonie, moi je suis limite en pyjama là, hein, mais je suis là. T'es là, en tout cas bienvenue. Pour la première émission, on l'a nommé Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On n'avait pas dit le Papy Boom fait de la résistance. Ouais, mais Papy Boom fait de la résistance, c'est le sous-titre. Ok, ça marche. Voilà. Et donc bienvenue à Nicolas, donc éternel activiste gilet jaune. Notre invité régulièrement sur nos émissions depuis le confinement, le tout premier d'ailleurs, avec l'émission Quartier Général avec Linda qu'on salue, qu'on embrasse bien entendu. Et donc ce soir aussi donc un deuxième invité puisque c'est quand même l'invité central de cette émission, Pierre de la chaîne Décoder l'écho. Pierre, est-ce qu'il nous voit ? Je vous vois très bien. Voilà. Il nous voit et il nous entend. Et donc Pierre est notre second invité. Il est auteur d'une vidéo qui a fait un peu polémique dernièrement et qui a voulu reprendre des chiffres de l'INSEE pour comparer, alors sur des années, alors pas des années mais sur des périodes glissantes, et pour expliquer que le nombre de décès liés au Covid est aussi peut-être lié au fait que la population est vieillissante avec justement le baby boom. Donc il va nous expliquer tout ça d'ici un instant. Justement, Nicolas, on avait dit souvent dans les précédentes émissions qu'il faut surtout relativiser avec cette pandémie, avec le coronavirus. On sait qu'il y a beaucoup de décès et que c'est bien malheureux, mais voilà. Donc nous, on est les optimistes. On fait partie des optimistes et on essaie de faire comprendre à tout le monde qu'il faut rester positif. L'optimisme de la volonté, ouais, bah oui. Et Pierre, il va nous aider pas mal sur ça. Il nous a déjà aidé. On a pas mal discuté avec lui. Il a fait plus d'une vidéo. On va diffuser une des dernières qu'il a faites, qui est assez courte et qui résume pas trop mal tout son travail, même si vraiment vous pouvez aller sur la chaîne qui s'appelle Décoder l'écho sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de choses. Une longue vidéo qui fait plus d'1 heure qui explique comment aller chercher les chiffres par vous-même, la vidéo en question dont tu parles Vincent sur le Papy Boom qui a été comment dire pointé par les décodeurs du monde, la Pravda, la vérité et qui ont comment dire essayé de démonter les chiffres d'une manière un peu cavalière, hein. Pierre, tu pourras peut-être nous expliquer dans le détail. Et ouais, c'est pas celle-là qu'ils ont démontée, c'était celle, c'est la première que j'ai faite, non, on va dire plutôt la deuxième qui était consacrée à comparer, essayer de comparer un peu intelligemment la période de mortalité de la Covid de mars-avril à une période grippale un peu importante, qui est pas la pire, mais qui est un peu importante, qui est celle de décembre-janvier 2017. Alors Pierre, justement, alors il a été accusé d'avoir déformé la réalité. Voilà. Pour reprendre. Et complotiste ou pas? Il y avait pas non, mais les accusations. Alors, je tenais quand même à préciser que j'ai contacté l'auteur de l'article, justement, Adrien Sénéca. C'est de ma part, j'espère. Ouais, non, mais voilà. Après, ça reste quand même un confrère. Donc, il m'a dit qu'il n'était pas disponible ce soir, qu'il préférait rester en famille, mais en tout cas, il va regarder l'émission en replay, quoi qu'il en soit. Voilà. Okay. Voilà, donc c'est de bonne guerre, hein. Alors les chiffres, justement, la bataille des chiffres, on peut y mettre tout et n'importe quoi, sachant que bien entendu la vidéo de Pierre avait des chiffres qui n'étaient pas forcément très comparables avec ceux qui étaient dans l'article, d'une partie du moins, et il va nous expliquer tout ça. Est-ce que Nicolas, est-ce qu'on met la vidéo dans un premier temps ou on monopolise un petit peu puis on va sur la vidéo après? Moi je pense que c'est pas mal d'attaquer par la vidéo, sauf si Pierre tu veux donner quelques petites informations avant de la voir, s'il y a des choses que tu veux dire pour présenter cette vidéo peut-être.
Oh, non, peut-être. Je pense elle résume. C'est une vidéo résumée. Il y en a d'autres qui sont plus précises sur d'autres points. Celle-ci, alors juste un point pour dire quand je l'ai faite, je venais de diffuser des vidéos pour expliquer justement la mortalité de la Covid par rapport à la grippe, comment est-ce qu'on pouvait compter ça. J'avais fait des vidéos aussi pour expliquer comment est-ce qu'il fallait prendre l'explication du vieillissement de la population pour expliquer le nombre de décès qu'on avait en 2020 et donc qu'il y avait des choses à corriger avant de comparer brutalement 2019 à 2020. Et je venais d'expliquer ça quand l'INSEE a sorti, comme ils font leur mise à jour, le chiffre en disant, voilà, on a fait le calcul final, ça fera plus 9% de décès en 2020 par rapport à 2019. C'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est donc qu'il s'est passé quelque chose de complètement fou cette année. Et donc, dès le lendemain, dans le week-end, j'ai fait une vidéo pour expliquer que oui, alors 9%, c'est sûr que c'est beaucoup, mais encore une fois, il faut relativiser en fonction du vieillissement et de l'âge des gens pour voir si c'est vraiment beaucoup plus fort que les années d'avant, si c'est plus fort ou si c'est normal. Parce qu'on vit une période qui est complètement inédite en termes de vieillissement de la population d'un coup. Et donc, c'est normal d'avoir des chiffres inédits. Et donc, il faut comparer des choses comparables. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et je compare l'année 2020 avec d'autres années avant pour voir si c'est vraiment exceptionnel. Alors, on maîtrise pas les directs sur Facebook Live, donc des fois ça bug. Alors, veuillez nous excuser, ça fait un petit moment qu'on n'a pas refait des émissions. Ça fait un petit moment, un long moment d'ailleurs, Nicolas. Ouais, ça fait un moment depuis le premier confinement. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la vidéo. Elle dure 9 minutes, mais elle est très intéressante. Je vous invite à prendre le temps de regarder, de noter. Et si vous avez des questions, si vous voulez intervenir directement sur le Facebook Live, n'hésitez pas, faites-le. Ce vendredi, l'INSEE annonce que le nombre de décès de 2020 est supérieur de 9% à celui de 2019, soit 54 000 décès supplémentaires. Certains affirment que l'INSEE s'attendait à seulement 10 000 décès supplémentaires et que donc c'est là une preuve irréfutable que l'année 2020 a été une hécatombe historique liée à la maladie de la Covid-19. On vous entend. Cette vidéo, c'est de quelle manière on peut estimer le nombre de décès d'une année sur l'autre. On verra d'où vient cette estimation de 10 000 décès supplémentaires par rapport à 2019. Sinon, au pire, je retrouve le texte. Que si on regarde juste un petit peu plus en arrière, 50 000 décès supplémentaires, c'était tout à fait prévisible. Encore une fois, tout ça vient de l'effet du baby-boom, mixé avec les périodes épidémiques de 2020, qui sont juste au niveau des méchantes années qu'on voit d'habitude. D'après les données de l'INSEE, voici le graphique du nombre de décès en France depuis 1982. Je vous passe la subtilité qu'en 2014 Mayotte est intégrée aux chiffres puisque ça ne révolutionne pas les résultats au vu du faible nombre de décès là-bas chaque année par rapport à ceux de France métropolitaine. Depuis de nombreuses vidéos maintenant, je vous parle de la hausse de mortalité naturelle que nous voyons en France du fait notamment du vieillissement des baby-boomers. Les baby-boomers sont ces personnes extrêmement nombreuses nées entre 1946 et les années 70. Ces personnes vieillissent et arrivent dans les âges où la mortalité augmente. Rappelons juste que la principale cause des décès, cela reste l'âge. La vie normale, c'est de perdre ses grands-parents, puis ses parents, puis que ce soit notre tour. Le vrai drame de la vie, c'est quand ça se passe pas dans le bon sens, et en particulier de perdre un enfant. Si on revient à notre graphique, on peut voir que le nombre de décès augmente régulièrement depuis le milieu des années 2000. Autrement dit, à partir du moment où les baby-boomers ont commencé à rentrer dans la soixantaine. Pour mémoire, la mortalité commence à augmenter à partir de 50 ans. C'est ce qu'on voit par exemple avec le graphique de mortalité 2019. D'abord, un tout petit peu, et puis plus on vieillit, plus ça s'accélère. À 100 ans, c'est pas que ça diminue, c'est qu'il n'y a plus assez de monde pour faire des ratios statistiques qui tiennent la route. Pourtant, des personnes qui étaient au moins dans leur 100e année en 2019, il y en avait plus de 30 000, et on regarde juste le fait d'être soit vivant, soit mort. Souvenez-vous-en quand vous lirez des résultats de sondage ou de tests de médicaments réalisés sur seulement 1000 personnes et avec des dizaines de réponses possibles. Si on revient à notre graphique des décès, on peut voir aussi que la mortalité n'augmente pas tranquillement régulièrement d'une année sur l'autre, mais qu'il y a de nombreux sauts. La canicule de 2003 est bien visible, et d'ailleurs l'année d'après a été un record de sous-mortalité, notamment parce que le phénomène de l'augmentation de décès de baby-boomers n'était pas encore à l'œuvre. Ensuite, on voit bien le saut de 2012, qui était une grippe méchante, le saut de 2015, encore une grippe, et enfin 2017, encore une grippe. Ça fait quand même 3 sauts en 10 ans. Ça signifie que c'est quand même assez fréquent. D'ailleurs, en 2020, on se dit que ça fait déjà 2 ans qu'on n'en a pas eu. Je dis ça, je dis rien.
Ceux qui ont vu ma dernière vidéo où je montre que la mortalité liée à la Covid-19 est en fait moins importante que celle liée à la grippe 2017 peuvent constater que si j'avais voulu prendre la grippe la pire de ces dernières années, j'aurais plutôt pris 2015 ou 2012. En prenant 2017, j'ai plutôt été gentil et j'ai pas voulu comparer avec le pire, mais juste avec quelque chose qui arrive régulièrement. À ce stade, on sait donc qu'il est normal que le nombre de décès augmente tous les ans, et on sait aussi qu'il est normal, car très fréquent, d'avoir des phénomènes de saut, et on en a eu 3 en 10 ans. Et on n'en a eu ni en 2018 et ni en 2019. Donc là, est-ce qu'on se dit que ça veut dire qu'on n'en aura plus jamais, ou plutôt que le prochain se rapproche? Est-ce que quand vous jouez à la roulette russe, quand vous avez tiré 2 fois dans le vide, vous vous dites que c'est bon, vous risquez plus rien, ou plutôt que ça risque de vous arriver? Dans la vidéo précédente, je vous avais montré que les décès d'une épidémie à l'autre dépendent surtout de l'âge qu'ont les gens. Et ce n'est pas pour rien que les pays les moins touchés par la mortalité due à la Covid-19 sont les pays sans baby-boomers et avec plein de jeunes, et qu'au contraire, ceux qui ont été le plus touchés, ce sont ceux qui sont les plus vieux et avec un autre facteur qui se mixe avec, comme par exemple l'obésité ou la pauvreté, ou les deux. La preuve que c'est l'âge qui joue le plus, c'est qu'on peut avoir une maladie qui est plus mortelle à tous les âges de la vie, et pourtant avoir moins de décès. Et à l'inverse, on peut avoir une maladie qui est moins mortelle à tous les âges de la vie et pourtant avoir plus de décès. Voici un exemple avec 2 populations de 140 personnes, dont une qui attrape un virus plus mortel que l'autre et pourtant a moins de décès. La première population a 100 personnes de moins de 50 ans et 40 personnes de plus de 50 ans. La seconde population a 40 personnes de moins de 50 ans et 100 personnes de plus de 50 ans. Nos 2 populations sont touchées par un virus différent. Le premier virus engendre 30% de mortalité chez les moins de 50 ans et 75% de mortalité chez les plus de 50 ans. Le second virus n'engendre que 25% de mortalité chez les moins de 50 ans et 70% de mortalité chez les plus de 50 ans. Nous sommes donc d'accord pour dire que le premier virus est bien plus dangereux que le second. Et bien pourtant, du fait que la première population est plus jeune, elle ne subira que 60 décès, alors que la deuxième population en aura 80 avec un virus moins fort. C'est exactement ce que nous vivons avec la Covid-19, sauf que ça se joue après la virgule pour les taux de mortalité, mais multiplié par plusieurs centaines de milliers de personnes. Intuitivement, tout le monde sait que quand la grippe arrive dans une école maternelle de 200 gamins, ce qui arrive fort heureusement le plus souvent, c'est que juste quelques enfants ratent l'école. Certaines années, on a des classes quasiment vides pendant certaines semaines de décembre, mais heureusement à la rentrée, tout le monde revient. Et si jamais ça n'arrive pas, c'est un cas extrêmement rare et c'est un drame. A l'inverse, quand une grippe méchante arrive dans un EHPAD, tout le monde sait que le rythme de décès s'accélère beaucoup et que ça fait à chaque fois une petite hécatombe. Aujourd'hui, quand on regarde la pyramide des âges et les naissances, on se dit que la France est plutôt en train de se transformer en un EHPAD qu'en une école maternelle. On vient de voir toute la théorie, maintenant on va passer à la pratique pour expliquer cette histoire de 9%. Et je vais vous montrer de combien on peut estimer le nombre de morts 2020 en estimant que soit il n'y aura pas du tout de maladie, ou soit qu'il y aura une maladie un peu méchante comme celle qu'on voit d'habitude. Pour cela, je calcule toujours avec l'aide des données de l'INSEE le nombre de décès en France métropolitaine pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Et ces chiffres-là, je les divise par la population de cet âge pour chacune de ces années, toujours en France métropolitaine. Ce qui me permet d'obtenir, pour chaque âge, le taux de mortalité de France métropolitaine. Voici donc le graphique. J'ai mis en gras les années 2019 en rouge et 2015 en bleu, de façon à bien voir que d'une année sur l'autre, la mortalité est bien différente. Surtout selon les épidémies qui passent, et que l'année 2019 est de loin la moins mortelle depuis 5 ans. Pour prévoir le nombre de décès 2020, l'INSEE a très probablement pris le taux de mortalité constaté en 2019 et l'a reporté sur la population estimée au 1er janvier 2020. On simule ainsi que tous les âges vont décéder en 2020 exactement comme en 2019. En faisant ce calcul et en rajoutant le fait que l'année 2020 a un jour de plus que 2019, je tombe sur une augmentation des décès en 2020 par rapport à 2019 de 15 000 personnes, soit 2,2%. Cette augmentation montre l'augmentation théorique juste due au vieillissement. Seulement, on a pu voir que l'année 2019 n'est pas du tout une année de saut, alors ça vaut très certainement le coup de regarder la mortalité des autres années et de regarder les cas extrêmes et la moyenne. Sur ce graphique, on peut voir ce qu'on estime en termes de hausse de mortalité entre 2019 et 2020, selon qu'on prenne plutôt ce qui s'est passé en 2019, 2018, 2017, 2016 ou 2015. Et selon le mean, c'est-à-dire le minimum de mortalité sur les 5 ans pour tous les âges, la moyenne et le max. Juste en ayant un regard de ces 5 dernières années, on peut se dire que si on est en dessous de la moyenne, c'est plutôt qu'on a vécu une bonne année. Si on est au-dessus, c'est que c'est une mauvaise année.
Les prévisions d'une hausse de 9% des décès est au-dessus de la moyenne et montrent qu'on a eu une année moche. En revanche, elle reste bien en dessous de ce qu'on estime en utilisant la mortalité de 2015, qui aurait été une augmentation de 9,4%. Et ce qui nous aurait amené non pas à 50 000 décès supplémentaires, mais à plus de 56 000. En 2015, en effet, on a eu une grippe sévère, pour laquelle pourtant, je vous le rappelle, quasiment toutes les personnes concernées étaient vaccinées. Les épidémies de 2015 de l'hiver ont juste été bien plus mortelles que les épidémies de 2020, sans pour autant générer une panique mondiale. Parce que comme on avait peu de vieux, ça ne se voyait pas et on s'en foutait. L'année 2020 n'est pas une année pépère comme l'année 2019 sur le plan de la mortalité et ça, tout le monde en convient. L'année 2020 est une année de saut, comme on en voit régulièrement, et ça n'est pas une année de record en termes de taux de mortalité et ne justifie pas du tout la panique qu'on voit actuellement. Jusqu'ici, les hausses bien plus fortes en termes de mortalité par âge qu'on a pu observer par le passé n'ont jamais suscité le moindre intérêt. Mis à part les spécialistes ou ceux qui s'amusent à passer leur nuit à triturer les chiffres au lieu de dormir, personne n'en a jamais entendu parler. D'ailleurs, si on pouvait se mettre d'accord pour faire une trêve sur les chiffres catastrophes, ce serait pas mal, parce qu'avec un boulot et une vie de famille, j'ai juste plus assez de nuit pour suivre le rythme. Enfin, une dernière chose sur la mortalité. Ce que nous disent les ratios, par exemple, c'est que si vous êtes une bande de 100 potes qui avaient 80 ans, en moyenne, l'année dernière, vous en avez perdu 3, car c'est la vie normale. Cette année, vous en perdrez 4, l'année prochaine encore 4, puis encore 4, puis 5, etc. Et ça s'accélère. Et je ne vous parle même pas de ceux qui vont perdre l'usage de leurs jambes ou ceux qui ne reconnaîtront plus personne parce que la vraie vie, c'est ça. Il est donc urgent d'arrêter de priver nos vieux du seul bonheur qui vaille, qui est celui d'être ensemble. Les vieux sont vivants maintenant, pas dans 10 ans. Voilà, donc c'était la vidéo de notre ami Pierre de Décoder l'écho. Alors je vais remettre le son parce que forcément je suis tout seul comme d'habitude et c'est très important d'avoir tout le monde à l'image. Voilà. Donc tout le monde est revenu. Est-ce que tout le monde m'entend? Moi je t'entends. Voilà. Ouais. Donc il y a des ralentissements en tout cas sur la diffusion. C'est totalement indépendant de votre bonne volonté. Donc Pierre, est-ce que il faut paniquer ou pas? Est-ce que pardon? Est-ce qu'il faut paniquer? Faut pas paniquer dans tous les cas. Il faut niquer, il faut pas paniquer. Non, il faut pas paniquer. C'est les chiffres qui ont été montrés jusqu'ici ont de quoi faire peur pour ceux qui connaissent pas la démographie. Il y a vraiment un climat hyper anxiogène qui s'est installé depuis le début. C'est sûr que ça fait très peur d'avoir quelqu'un qui vient vous annoncer tous les soirs, il y a eu 300 morts, le lendemain il y en a eu 600, etc. Et qui augmente avec les nombres de morts qui augmentent tous les jours. Bon, voilà. Il y a des gens qui trouvent n'importe quelle manière pour passer à la télé et puis avoir leur quart d'heure de gloire. Ça, c'est assez désolant parce que ça fait peur à tout le monde. Il faut savoir que quand quelqu'un vous annonce à la télé qu'aujourd'hui il y a eu 300 morts, c'est ridicule. En France, on a maintenant près de 67 millions d'habitants et en France, ils décèdent tous les jours, plus de 1500 personnes et jusqu'à 3000 dans les mêmes journées quand on a une période épidémique. Donc quand on fait le malin annoncer à la télé qu'il y a eu 300 décès, ça veut absolument rien dire du tout. Donc ça, c'est une première chose. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé de ce style-là pour faire peur aux gens. Et oui, mais alors justement, s'il y a des chiffres qui circulent dans le seul but de faire peur aux gens, pourquoi on les diffuse? C'est une excellente question. Pour justifier des mesures à l'arrache qui sont prises et puis qui vont, je ne sais pas moi, dans le sens de ceux qui les décident. C'est une question un peu difficile. Je pense qu'on n'en est pas encore là à savoir pourquoi ça a été fait. On en est encore et toujours, et ça va durer un moment, juste au fait de montrer aux gens ce qui s'est passé quand maintenant on se pose 5 minutes et qu'on regarde les chiffres. C'était une période moche sur le plan de la mortalité, mais moche comme il en arrive à peu près tous les 2-3 ans. Et qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'exceptionnel du point de vue de la mortalité. Oui, mais ce qu'on a vu sur les courbes par rapport à l'année 2015, donc on voit justement qu'il y a 2019 par rapport à 2015, il y a vraiment une différence pour nous dire qu'en gros, il y a pas à craindre. Non, il y a ce qui se passe... Quand on vieillit globalement, plus on vieillit, plus notre fragilité augmente, si on veut. Oui. Et cette fragilité-là, au bout d'un moment, on en décède quand survient quelque chose qui met un terme à notre vie. Et il se trouve que, absolument de manière très très régulière, tous les hivers, il y a des virus qui circulent.
Et tous les hivers, ces virus-là sont un petit choc qui font qu'on a une plus grande partie des gens qui décèdent en même temps. Et c'est le cas absolument tous les hivers. Et il se trouve qu'il y a des hivers où les virus circulants sont un peu moins forts. Il y en a qui disent que les vaccins sont super efficaces ces hivers-là. Les théories se valent, il n'y a rien qui monte sur le plan de mortalité. Toujours est-il qu'on constate que de temps en temps, on a moins de décès certains hivers et de temps en temps, on en a plus. Donc les décès ne sont pas réguliers sur l'année et ils ne sont pas réguliers non plus d'une année sur l'autre. Donc on a des sauts, on a des pics de temps en temps, tous les 2-3 ans. Et ce phénomène de pic tous les 2-3 ans, en fait, d'aussi loin que vous remontez sur les décès depuis le début du XXe siècle, on commence à monter, c'est tout le temps. C'est pas juste là, c'est vraiment tout le temps, tout le temps. Et donc là, on vit un phénomène avec deux choses qui s'additionnent. Hein. On a de plus en plus de décès en France depuis 2010. Vous pouvez regarder, les courbes sont en constante augmentation. C'est normal. On a de plus en plus de personnes âgées. Et on a un gros contingent de personnes qui s'appellent les baby boomers, dont on parle là, qui sont des personnes qui sont nées à partir de 1946. Et c'est un énorme saut de naissance. En 1945, on a 500 000 bébés qui sont nés. Il n'y en a peut-être pas tant que ça qui ont survécu aussi au sortir de la guerre. Mais 1946, on passe autour de 800 000, puis 900 000 après 47. Enfin, le saut, il est gigantesque. Et il dure pendant 25 ans. Donc là, on a vraiment une énorme masse de personnes qui dépassent 65 ans depuis maintenant les débuts des années 2010 et qui commencent à arriver aux âges où on décède. Et plus on vieillit, plus on a de chances de décéder. C'est juste mathématique. Et donc, dans les prochaines années qui vont arriver, il y aura forcément de plus en plus de décès. Alors peut-être que 2021, il y en aura un peu moins que 2020 si les virus circulants sont un peu moins forts que ceux de 2020. Et dans ces cas-là, ça, c'est ce que tu appelles l'effet moisson, ça. C'est ça. Mais 2022, 2023, il y aura plus de décès que 2020. Hein. Ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait moins. Et il y en aura de plus en plus de décès. L'INED prévoit déjà depuis 10 ans qu'on va arriver autour de 2030, il prévoit entre 700 et 800 000 décès, quelque chose comme ça. Leurs papiers sont publics. Ça fait peut-être au moins 10-15 ans qu'on sait ça, qu'on sait que ça va se passer. Ce qui se passe en 2020, c'est prévu depuis très, très longtemps. C'est juste que voilà, c'est la première des années moisson en pente forte et du coup, ça se voit. Mais on peut très bien dire, par exemple, si le nombre de décès sur cette année glissante, enfin sur la période glissante, elle est moindre que les années précédentes, est-ce que on peut pas dire que c'est grâce au confinement, que c'est grâce au couvre-feu qu'il y a moins de morts? Alors là-dessus, il y a un endroit qu'il faut regarder qui est assez net, notamment c'est la première épidémie. J'entends beaucoup de monde qui me dit oui, on a sauvé des gens parce que l'épidémie s'est arrêtée. Alors non, prenez les épidémies depuis 50 ans, regardez le temps que durent les épidémies et l'épidémie de mars-avril, elle a duré 2 mois. Ça correspond à un pic épidémique qui arrive au bout d'un mois. C'est en gros ce qu'on voit d'habitude. Hein. Il n'y a pas de secret. Et deuxième effet, il se trouve que nous, on est dans l'hémisphère nord, on est en Europe. Nos maladies, elles arrivent d'habitude plutôt de l'est ou du sud, quand ça arrive en vague. Et les gens chez nous les attrapent en hiver. On n'a pas de maladie l'été. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a été confinés, rappelez-vous du confinement, dès le premier jour du confinement, on a envoyé les gosses jouer dehors pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un jardin. Donc, globalement, à partir du mois de mai, il n'y a plus d'épidémie en France. C'est comme ça. On ne l'explique pas, je vous dis juste que statistiquement, il n'y en a pas. Donc l'épidémie s'est arrêtée de manière complètement naturelle à partir du moment où il a commencé à faire beau, comme d'habitude. À la limite, confiner les gens, alors ça c'est très intéressant parce que les gens, ils oublient un paramètre. Ceux qui me disent, oui, alors on va séparer les gens parce que ce qui fait que les gens se contaminent les uns les autres, c'est la proximité. Du coup, confiné, c'est sûr qu'on a sauvé des gens. Alors, faut pas oublier un petit quelque chose là. À partir du moment où on enferme des gens dans des pièces, et ils ne sont pas isolés les uns des autres, ils sont en famille ou bien ils sont en EHPAD. Donc, c'est-à-dire qu'on a enfermé ensemble des gens qui n'étaient pas malades et des gens malades. En période normale, ces gens-là, ils seraient sortis, ils seraient allés travailler, ils auraient pris l'air, ils se seraient baladés, et donc ils auraient été moins en promiscuité de leurs proches. Donc là, ce qu'on a fait en les enfermant ensemble, c'est qu'on s'est assuré d'un coup d'avoir une très grande propagation épidémique. Et double effet, c'est qu'en enfermant des gens ensemble, le nombre de virus quand vous êtes malade que vous filez à votre conjoint et à vos enfants, il est beaucoup plus fort.
c'est une théorie, je ne sais pas si elle est valable, mais si on considère que... Olivier Véran l'a dit en février ou en janvier, je crois. Hein. Olivier Véran, hein, tu vois. Donc, il expliquait pourquoi l'épidémie de grippe s'arrêtait tu vois. Il donnait cet argument. Du coup, on a rendu très malade d'un coup plein de gens. Et vous avez en effet, regardez la courbe, vous avez une accélération de la mortalité à partir du moment où on a mis en place le confinement pour 2 raisons, probablement une accélération épidémique et surtout un renoncement aux soins. Donc, je veux bien les gens qui me disent que on peut envisager d'avoir sauvé les gens, mais on n'a jamais de malades après le 1er mai. Donc, la courbe épidémique qui baisse, ça me paraît tout à fait normal. De 2, on a plutôt, à mon avis, accéléré les choses en enfermant les gens ensemble. De 3, le confinement, c'est un renoncement aux soins. Lisez les papiers de Santé publique France du mois de mai. Tous les urgentistes tirent la sonnette d'alarme qu'il n'y a plus personne qui va aux urgences pour les urgences cardiaques AVC. On a dit aux gens, restez chez vous, prenez du Doliprane. Globalement, si l'hôpital, ça sert à quelque chose et que ça sauve les gens et qu'on dit aux gens qu'ils n'y vont pas, c'est qu'ils vont plus mourir. Et donc d'avoir une accélération de la mortalité, à partir du moment où on dit les gens n'allez plus à l'hôpital, ça me paraît relativement logique. Donc je suis assez peu confiant sur le fait qu'on puisse un jour montrer que le confinement a sauvé des gens en limitant la propagation épidémique. Je vois aucun signe que ça. En revanche, être sûr qu'il a tué au moins un nombre assez, je ne sais pas si on peut dire important, mais significatif de personnes en le mettant en place, ça c'est certain. Et on peut même probablement en estimer une partie, parce qu'on peut certainement estimer le renoncement aux soins des arrêts cardiaques et des arrêts AVC, des AVC, parce que ça, à mon avis, il n'y a pas de raison de se dire qu'à partir du moment où on enferme les gens, ils en font moins, et pourtant ils sont moins allés. Et les arrêts cardiaques, c'est 80 000 par an, sachant que ça va augmenter avec le baby-boom. Donc 80 000, c'est vraiment fourchette basse. Et puis sans compter le fait est que on fait plus de sport. Oui. Et voilà, donc forcément le sport, ça aide à se tenir en bonne santé. Donc si on fait moins de sport qu'avant, forcément les personnes qui sont sujets, on s'aère pas, on voit pas le soleil, on va pas dehors, on n'a pas de rapport humain, on n'a pas de. Il y a l'alcool aussi qui est en nette augmentation. Oui, probablement. Je sais pas, moi je bois moins. Hein. Alors justement, je voulais dire, que dire des chiffres, parce qu'on parle de chiffres ce soir, et nous donc on a été sur les stands de dépistage, on a fait pas mal de reportages, parce qu'on a parlé qu'il y avait aussi un phénomène très expansif des cas décelés de Covid-19, sauf que on dit pas de façon claire que si aujourd'hui il y a plus de cas de personnes contaminées, c'est parce qu'il y a de plus en plus justement de dépistage, et qu'avant il y en avait pas en fait. Ouais, il se trouve que je pense que d'ici une quinzaine, je publierai une vidéo vraiment dédiée au principe du test pour 2 raisons. La première, pour expliquer un peu ce que c'est un test de manière biologique, mais c'est pas le sujet principal, mais aussi de ce que c'est de manière statistique. On parlait tout à l'heure de profusion des chiffres. S'il y a bien aussi un chiffre qui fait peur aux gens depuis le départ, c'est les chiffres du test. Alors, il se passe plusieurs choses là-dessus. Déjà, il faut savoir, mais je l'expliquerai ça très en détail dans la vidéo parce qu'il me faut plusieurs minutes pour le mettre en place, pour expliquer comment ça marche. Un test médical, ça n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, quand on dit test positif, ça ne veut pas dire que la personne est malade ni qu'elle peut infecter quelqu'un d'autre. Et quand on dit que le test est négatif, ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas malade. Bien sûr. Un test, ça donne juste une certaine probabilité et ça doit faire partie d'un diagnostic médical. Ça n'a aucun intérêt de faire un test à quelqu'un si derrière il ne voit pas un médecin. Ça n'en a pas. Le test, il doit faire partie d'un diagnostic complet où c'est le médecin qui examine le patient et en plus, il a le test pour lui permettre, ça lui donne un indice supplémentaire. Sachant qu'il y a des symptômes qui ne sont pas visibles. Il y a des personnes asymptomatiques et ça, on le dit assez souvent à travers les médias, qu'il y a des personnes qui ne déclenchent pas de symptômes. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin de soins. Quand on n'est pas malade, globalement, on n'a pas besoin de soins. Et en revanche, quand on est malade, on a besoin de soins. Et même quand on n'a pas le Covid et qu'on est malade, on a besoin de soins. C'est un principe. Oui. Le test, il est juste là pour donner une indication de ce qu'a potentiellement la personne. C'est un chiffre qui est complètement dévoyé, les tests, parce qu'il ne sert plus du tout à ça. Il sert à mettre en place des mesures sanitaires, alors que ce n'est pas du tout son objectif et ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est dévoyé aussi parce que depuis un moment, les tests sont publiés sur Santé publique France. Ils sont remontés, notamment ceux de la grippe. Mais ce n'est pas que les tests, en fait. Tous les hivers, les SOS médecins
et tous ceux du réseau Sentinelle font remonter à Santé publique France les données grippe, mais ça ne sert pas à compter. Ça sert à savoir où en est la grippe, les tendances, où est-ce qu'elle est rendue, comment est-ce qu'elle se propage, est-ce qu'elle est forte ou faible. Ça ne sert pas à compter. On ne peut pas compter avec les tests. Les tests ne permettent pas du tout de savoir sur un territoire donné, à un instant donné, combien il y a de personnes infectées. Ça, c'est une façon de dévoyer complètement le système. Les tests, ça ne sert pas à ça et ça ne le permet pas. Surtout qu'il y a la libre circulation. Il y a les gens qui voyagent, qui vont d'un département à un autre. Donc, c'est difficile en fait de dire l'évolution. Oui, on ne teste pas tout le monde tout le temps, tous les jours. Tous les jours, il y a des tests qui sont faits sur des nouvelles populations dans des territoires. Ils ne sont même pas faits de la même manière partout. Il n'y a pas le même nombre partout et les consignes pour se faire tester ne sont pas les mêmes partout ni au même moment. Quand on dit venez vous faire tester que quand vous êtes très malade, bah, globalement, vous voyez le médecin, vous êtes malade, vous faites le test. Là, on se dit, bon, bah, il y a quand même pas mal de chances pour que ça soit ça, donc ça va faire plein de cas positifs. Quand on dit tout le monde va se faire tester, même si vous n'avez rien, qu'on est au mois de juillet, bah, globalement, vous testez des gens. Alors, vous faites plein de tests, donc vous allez en trouver des positifs dans le tas. Beaucoup de faux positifs, d'ailleurs, certainement. Donc, parce qu'un test, ça ne marche pas à tous les coups. Et vous allez faire, encore une fois, paniquer les gens pour rien. Des gens pas malades, ou vous balancez des chiffres pour mettre des mesures en place. Tout ça n'a absolument aucun sens. Bon, les tests aujourd'hui, ils sont utiles que quand on va voyager, quand on va dans la famille. Il n'y a pas besoin de faire un test tous les jours pour savoir si on est en bonne santé ou pas, quoi. Alors, ça dépend de votre métier. Si votre métier vous impose par la loi de faire un test pour pouvoir le pratiquer, bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hormis le monde hospitalier, bien entendu. Hein. Bien sûr, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres métiers. Et puis, dès que vous êtes cas contact, vous pouvez vous faire tester aussi si vous devez retourner au boulot. Il y a plein de règles administratives qui se sont mises en place qui font qu'on est obligé de se faire tester. Pour ce qui est dans un autre pays, c'est différent. En parlant de l'hôpital, il y a le phénomène de la saturation hospitalière qui nous a été servi, resservi. C'est la justification du confinement. Moi, je suis d'accord que et c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est-à-dire les chiffres, que ce soit au premier ou au deuxième confinement, montrent l'inefficacité de cette mesure. Mais la saturation des hôpitaux, elle a été bien réelle, même si on l'a déjà dit ici, ça remonte à la politique néolibérale, même si, moi j'en avais discuté avec toi, je sais pas si c'était dans une émission, mais la saturation des services hospitaliers, notamment des services de réanimation depuis au moins une dizaine d'années l'hiver, elle est avérée. On la retrouve documentée dans une petite vidéo qui a circulé sur le journal de France 2, par exemple. On voit qu'ils en parlent. Par contre, les chiffres, avec toi j'en avais parlé, introuvables. Les chiffres sur la saturation, je ne sais pas si tu en as trouvé depuis, mais oui. Ouais, si. Il y a des choses. Il y a un article qui circule qui a été fait par un mathématicien qui n'a pas signé dessus. Okay. En fait, on a. Alors, on n'a pas la saturation, mais on sait que la saturation existe. Elle a toujours existé parce que de toute façon, c'est comme ça qu'est pensé l'hôpital. Le principe mais on l'a déjà dit, de la théorie néolibérale, c'est que, et qui vient du monde financier, c'est que tout ce qui ne sert pas tout le temps doit être supprimé. Si jamais vous êtes ouvrier, technicien dans une boîte et que vous ne rapportez pas plus que votre voisin, vous avez toutes les chances de vous faire virer, même si vous rapportez du pognon. Cette logique-là, elle a été mise à l'hôpital et donc tout lit qui n'est pas utilisé à 100% du temps est supprimé. On fait une espèce de moyenne et on retire ces lits-là de façon à garder l'hôpital en mode tendu tout le temps. Et qu'un lit utilisé d'hôpital qui est bien utilisé pour un libéral ou un financier, c'est un lit qui est utilisé H24. Donc, il n'y a pas de marge. Le principe, c'est qu'il n'y ait pas de marge, et le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'on diminue les lits. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment pour enlever les marges et puis pour avoir des lits utilisés à 100%. Oui, ça, comme tu dis, on l'a déjà dit. Mais ce qui est vraiment aberrant, c'est qu'il continue. Bien sûr. Ça fait 1 an, il continue à supprimer des lits. Oui. C'est comme, tu vois, c'est... Pour finir sur ce que tu dis sur le renoncement aux soins, les chiffres qu'ont mis en place le mathématicien, c'est qu'il calcule le nombre de décès qui a lieu en dehors de l'hôpital et le nombre de décès à l'hôpital. Et il se trouve qu'évidemment, en période épidémique, on voit les deux qui montent et les deux qui descendent. Et ça fait des courbes qui sont parfaitement l'une sur l'autre pendant des années. Sauf que depuis qu'il y a l'arrivée du baby-boom, je l'ai dit, ça démarre de 2010, la courbe de nombre d'essais augmente, mais il n'y a pas plus de place à l'hôpital. Il y en a moins. Et donc, même si les médecins se réorganisent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour absorber tout ça, on voit toujours à peu près le même nombre de gens qui meurent à l'hôpital et le nombre de gens qui meurent à domicile qui explose.
Ouais. Ce qui veut dire que renoncement aux soins, bah oui, ça se voit dans ce sens-là. Et là, pour la Covid, regardez les chiffres encore une fois. Il y a eu un tout petit peu plus de décès à l'hôpital que d'habitude, mais c'est pas grand-chose. On est à plus 13% en comparant avec mars de l'année d'avant, où il n'y avait pas de maladie. Hein. Donc, c'est vraiment un plus 13% qui veut dire on est vraiment à zéro, quoi. Alors que c'est vraiment le nombre de décès à domicile qui a explosé. Donc oui, le fait de supprimer des lits aujourd'hui, et avec le vieillissement de la population, clairement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, on va avoir de plus en plus de gens qui décèdent, non pas à l'hôpital, mais chez eux. Et le fait de dire qu'on a de la saturation en 2020, c'est pas vrai. La saturation, elle a commencé dès 2010, dès l'arrivée des baby-boomers. 2015, regardez les vidéos d'archives. Vous avez Marisol Touraine qui fait le tour des hôpitaux parce que les gens meurent dans les couloirs. Ah. 2017, Rebelote a refait le tour des hôpitaux, sauf que la grippe a été moins forte en 2017 qu'en 2015 quand même. Donc ça s'est un peu moins vu. 2020, on continue. Enfin, mars-avril 2020, c'est en effet, c'est l'hiver, c'est la grippe de 2015 en termes d'intensité, en termes de bordel généré. C'est pas plus. Ce qui a été beaucoup plus, c'est la réaction gouvernementale qui a été sans commune mesure. Alors qu'en 2015, bon, globalement, ils ont fait le tour des hôpitaux pour serrer 3 paluches et puis ça a été bon. Et après, on a continué à supprimer des lits. Bon, là, ils continuent à supprimer des lits. Ouais, voilà. Alors, en fait, justement, c'est la suite des soins qui pose problème parce que en supprimant des lits, mais en fait, si aujourd'hui, avec la Covid-19, on a du mal à porter assistance aux personnes qui sont contaminées, enfin pas contaminées, mais porteurs du virus. Oui, ça veut dire parce qu'il y a moins de lits dans les services de réanimation. C'est là où il est vraiment le problème. Mais ça, il y en aura toujours et ça va être de pire en pire. L'arrivée des baby-boomers, ça va durer 25 ans. Ah ben. Donc, alors déjà, apparemment, pour vacciner toute la population, selon là où c'est les chiffres, il faudra attendre 2025. Donc, il y a de quoi patienter. Mais encore une fois, regardez les statistiques de la grippe. On a eu un taux de mortalité ici et des nombres de décès qui sont sur la période, par exemple, de mars-avril 2020 où ça a été, situation est montrée comme extrêmement tendue dans les hôpitaux. Moi, je dis que c'est en effet très tendu, mais parce que c'est le bordel d'habitude. Et alors qu'avec la grippe, on a aussi des décès qui sont du même ordre pour une maladie qui est aussi à plein de mutations, etc. et sur lequel on vaccine 13 millions de personnes par an. Donc, dire que la vaccination au coronavirus va régler quelque chose, c'est complètement fou. Ça n'a pas de sens. Si jamais c'est pas le coronavirus qui tue les gens, ce sera les grippes, et on sait qu'on les soigne pas plus que maintenant. Donc, ça veut dire que la hauteur des pics des prochaines grippes sera du même ordre que celle qu'on a eue au coronavirus. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on dit, Nicolas, justement, c'est qu'il faut aujourd'hui apprendre à vivre avec la Covid-19. Il pourra y avoir de nouvelles souches, comme il y a des nouveaux variants justement de cette Covid-19, et que, ben voilà, je veux dire, aujourd'hui là, on sait maintenant, ça va faire 1 an qu'on subit cette pression. Alors il y a pression des chiffres, pression confinement, couvre-feu. Il n'y a pas lieu. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a assez de recul maintenant au bout d'1 an pour se dire, une fois de plus, il faut relativiser, il faut pas s'inquiéter. Les gestes barrières sont essentiels, mais il n'y a pas besoin de paniquer. La seule problématique qu'on a dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on nous prive de certaines libertés qui sont fondamentales pour le lien social, qui détruit justement les individus au fur et à mesure, puisque la 3e vague, on l'avait déjà évoqué précédemment, c'est cette vague liée justement à la détresse psychologique, et notamment on le voit chez les étudiants, et cette 3e vague risque aussi de faire beaucoup de dégâts. Oui, mais alors moi je suis un peu mal à l'aise, Vincent, pour te dire, avec cette histoire il faut apprendre à vivre avec le coronavirus. Ce que vient de nous expliquer Pierre, c'est que proportionnellement, je le redis avec mes mots, tu me corriges si je dis une bêtise, si tu veux, mais pour moi c'est vraiment le truc le plus intéressant dans tes vidéos, c'est que tu as fait le calcul, c'est-à-dire que au prorata du nombre de personnes âgées en 2017 sur la tranche de 75-85, la grippe de 2017, qui était pas une grosse grippe, tu le dis dans la vidéo qu'on a diffusée, elle a fait plus de morts au prorata. Alors comme il y a 800 000 vieux de plus, même si le Covid c'est moins mortel, ça fait plus de morts en valeur absolue. Et c'est les morts en valeur absolue que le système politico-médiatique nous vend. C'est ça c'est les phares qui nous aveuglent. Et donc,
apprendre à vivre avec le Covid, ça veut dire quoi? Je veux dire, on savait vivre avec la grippe. Oui. Alors, moi, je suis anticapitaliste, communiste, etc. Je trouve que les EHPAD, c'est une saloperie et que c'était une saloperie avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid. Enfin, je veux dire, la manière dont on traite nos vieux, elle est dégueulasse avant, pendant, après. Ce système, il est dégueulasse avant, pendant, après. Le néolibéralisme dont Pierre vient de parler. En fait, moi, j'ai jamais eu envie d'apprendre à vivre avec le capitalisme. Bon, alors j'ai 40 ans, donc par la force des choses, j'étais un peu obligé en fait, mais toujours pas en fait. J'ai toujours pas envie d'apprendre à vivre avec ces conneries. Donc la question c'est est-ce que on peut apprendre à vivre avec le papy boom, et quelque part, Pierre, j'espère que tu pourras nous rassurer, c'est parce que tu disais 2010, donc les 25 ans, ils ont commencé il y a 10 ans, rassure-moi, hein, ou ils n'ont pas commencé maintenant, les 25 ans. Si je dis pas de bêtises, oui, pas tout à fait, non. Je pense qu'on a pour plus longtemps que ça. Il reste 20 ans. Dans une vidéo, tu te disais 20 ans. Ouais. Bon, bref, il faut qu'on apprenne à vivre avec le papy boom, ça, oui. Ça, oui, pas avec le coronavirus. En fait, donc, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer. Les virus, les virus, ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. Je sais plus, l'ADN viral, on en a un pourcentage non négligeable dans notre ADN et ça code pour je sais plus quelle fonction vitale, les yeux ou je sais plus un truc vraiment étonnant, j'ai oublié. Mais je veux dire, c'est de l'ADN viral. Donc, je veux dire, apprendre à vivre avec les virus, oui. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Tous les animaux le font. On est des animaux. Donc voilà. Alors après, comment apprendre à vivre avec le papy boom? Eh ben, investir massivement dans l'hôpital public, peut-être, ralentir notre rythme de vie, parce que sinon, sur le côté écolo, là, bon, moi, je suis pas spécialement écolo, mais quand même, faut arrêter de détruire la planète. 2 secondes, donc ralentir. Ralentir, ça veut dire peut-être qu'on aura le temps de s'occuper des vieux ailleurs que dans des mouroirs comme les EHPAD. Enfin, tout ça, ouais, moi, ça j'ai envie. Mais apprendre à vivre avec le Covid, franchement, moi, ça me défrise un peu cette rhétorique-là. Moi, quand je dis qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid, c'est aussi pour faire en sorte qu'il faut, à un moment donné, prendre conscience qu'il faut réouvrir les restaurants, les cafés, les lieux, sur ça, on est voilà, les lieux de culture, parce qu'on en a besoin, ça nous manque. Et c'est essentiel à la vie de chacun. Même la France insoumise le dit maintenant. Alléluia. Hein. Pourtant, ils ont gueulé. Moi, vous savez ma tendresse pour la France insoumise, une tendresse toute relative. Hein. Je suis gilet jaune avant tout, mais quand même, ils ont hurlé avec les loups. Quand même, ils ont soufflé sur les braises. Et c'était. Mais ça y est, ils le disent maintenant. Là. Il faut rouvrir. On peut pas vivre comme ça, etc. Il était temps, je veux dire, ça fait un an, quoi. Il était temps, hein. Il y a eu quand même beaucoup, ils ont beaucoup crié au loup et je pense que ça a desservi énormément de monde et qu'ils ont participé assez grandement au bordel et aux gens qui en ont souffert. Sur cette histoire de vivre avec la Covid, les coronavirus existaient avant nous, hein. Bien sûr. Et des épidémies arrivant à peu près aux mêmes dates que ce qu'on a vécu à d'autres moments différents. Reprenez les courbes, c'est pas du tout la première fois qu'on en a non plus, hein. Des coronavirus de ce type-là, avec ce taux de létalité, ce qui n'est pas la même chose que la mortalité, mais en fait, les médecins ont l'habitude d'en voir aussi très régulièrement, voire même des qui tuent plus que d'habitude. Donc, il n'y a personne qui est surpris par ce qui s'est passé. La seule chose qui est vraiment surprenante, c'est la réaction. Enfin, c'est vraiment ça qui est complètement fou. C'est apprendre à vivre, mais en fait, vivons normalement. Ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre du normal si juste on ouvre un peu les yeux. En termes de mortalité, j'entends. Hein. En termes de mortalité, l'année 2020 s'explique à 100% en regardant ce qui s'est passé les années précédentes. On n'a eu rien d'exceptionnel. Ce qui s'est passé d'exceptionnel en 2020, pourquoi est-ce qu'on a eu plus de décès? Parce qu'on a plus de vieux, de 1. Et de 2, parce que ces personnes âgées-là ont vécu plus longtemps. Il se trouve qu'on a eu 2 années exceptionnelles en termes de faiblesse de mortalité, qui sont 2018 et 2019. Ça, c'est pour toute l'Europe. Et donc, on a des gens qui ont vécu plus vieux. Exceptionnellement basses, ouais. Qui ont été exceptionnellement basses en termes de mortalité. Oui, exceptionnellement basses, j'ai dit l'inverse, pardon. Non, tu n'avais pas précisé. Ouais. Elles ont été exceptionnellement basses, oui. C'est vraiment 2 années incroyables. Il y a même, vous trouvez des articles dessus sur Internet, surtout pour 2019, qui est complètement aberrante. Pourquoi? Pour 2019, ça s'explique parce que les 2 grippes ont été décalées. La grippe, c'est l'hiver, c'est à cheval entre 2 années.
2019, en fait, ça s'est terminé fin 2018 quasiment, et ensuite celle qui a été tardive, elle a démarré quasiment que début 2020. Donc il n'y a pas de grippe, il n'y a pas d'épidémie en 2019, donc tout est reporté sur 2020, avec une petite grippe qui démarre en 2020 plus le coronavirus. Et c'est pour ça que vous avez dû voir cette information que les gens décédés du coronavirus sont plus vieux. Ils ont une moyenne de décès, ou un décès médian qui est supérieur à l'espérance de vie. Ça fait bizarre d'entendre ça. Mais c'est juste que parce qu'il s'agit de personnes qui ont vécu plus vieux que d'habitude et donc qui décèdent de manière synchrone, c'est-à-dire en même temps quand arrive une maladie, une épidémie. Il n'y a rien de plus normal. On est en train de devenir fou pour des gens qui ont vécu plus vieux que d'habitude. Mais peut-être redis l'aberration, tu vois, ce que tu viens de dire là. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. C'est-à-dire que l'âge médian des décédés du coronavirus est supérieur à l'espérance de vie. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les gens qui sont morts du coronavirus sont morts plus vieux que les gens qui sont morts d'autres choses. Voilà. Si un esprit un peu malade qui ferait les stats dans le mauvais sens, comme on en voit beaucoup dans les articles scientifiques, vous direz que du coup la Covid ça protège. ce serait assez intéressant. Oui, ça serait un peu fou ça. Les décédés de la Covid sont morts plus âgés que ceux décédés d'autres choses. Hein. C'est assez impressionnant. Et c'est en effet par cet effet de retard, et ce sont des gens qui ont vécu plus longtemps que d'habitude. Mais ça, on ne l'entend pas sur les plateaux de télévision, on ne l'entend pas de la bouche des politiques et du gouvernement. Si la population, elle est plus vieillissante qu'avant, pourquoi on ne le dit pas de façon logique? Ça, c'est très intéressant comme question. Ah oui. Je pense que les gens ils comprendraient un peu plus facilement, quoi. Mais alors, c'est un effet du système politico-médiatique. Pour moi, maintenant, c'est évident. Pour moi, j'avais déjà ça en tête de façon un peu intuitive. Mais alors, en dehors du fait que peut-être, comme tu le montres aussi, Pierre, c'est-à-dire que en proportion, le Covid n'est pas plus dangereux. Par contre, en valeur absolue, ça fait quand même plus de malades. Et donc, la saturation des systèmes hospitaliers, on peut pas complètement disqualifier la parole des soignants, même s'ils ont le nez dans le guidon. C'est-à-dire que la saturation des systèmes hospitaliers du mois de mars de la première vague, elle a peut-être été effectivement exceptionnelle, exceptionnellement haute. Et en tout cas, elle arrive après plus d'un an de grève. Donc voilà, il y a tout un système qui s'explique. Peut-être que ça explique une partie de la peur qui s'est emparée de nous, je sais pas. Mais globalement, je crois que c'est un peu trop facile de blâmer nos politiciens, de blâmer. Pourtant, je les déteste, hein, je veux dire. Hein, donc, mais de blâmer, y compris le système politico-médiatique. Pourtant, je le vomis ce système. Mais je crois que ce qui vient de se passer là dans les dernières semaines sur le 3e confinement a bien démontré que c'est quand même malgré tout, les violences policières, les dérives autoritaires, la répression, etc., c'est quand même encore nous qui avons le pouvoir. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé, mais ils nous avaient fait le sketch, parce qu'ils nous font des sketchs, évidemment. Hein. Ils nous avaient fait le sketch qu'ils avaient fait pour les premiers et deuxièmes confinements, surtout. Ouais, alors on va confiner, c'est sûr, machin, truc muche. Enfin, le JDD a même titré il y a le confinement, etc. Et puis là, je sais pas, il y a eu 1 ou 2 sondages qui a dû sortir. Et les conseillers, mes couilles de l'Élysée ou je ne sais qui, ont dit ah mais attends là gros, en fait il y a moins de la moitié de la population qui est favorable au confinement. T'as vu ce qui se passe aux Pays-Bas? Et là ils ont fait gros rétropédalage. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent acceptabilité sociale. Ça, ils en parlent. Mais acceptabilité sociale, c'est notre pouvoir à nous tous. C'est nous, collectivement, qui avons dit, alors avec la peur qui était induite par le système politico-médiatique, on est d'accord, je veux dire, mais collectivement, on n'a pas le recul parce qu'on n'a plus la culture des chiffres qui nous permet de comprendre ce que tu dis, Pierre, quelque part. C'est très long et c'est important ton travail pédagogique et il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de vues, mais je veux dire, on a un niveau, y compris. Et quand je dis on, c'est tout le monde, et y compris principalement les journalistes. Enfin, je veux dire, ils savent pas faire la différence entre un pourcentage et une valeur absolue. Enfin, je veux dire ce qu'on discute depuis tout à l'heure. C'est dramatique en fait. Donc ça, c'est ce niveau de culture statistique peut-être qui est un peu bas. Et après, c'est bon voilà, quand collectivement on en a ras le cul. Bon, bah, nos gouvernants, ils n'ont pas le choix que de ne pas confiner. Alors, ils nous laissent encore le couvre-feu à 18h. Je veux dire, je sais pas si vous êtes sorti de chez vous après 18h. Moi, ça m'arrive. 2-3 fois. Ça m'arrive. Et tout le monde s'en branle après 18h. Je veux dire, il y a encore du monde dans la rue. Les flics arrêtent pas. Le masque dehors, à Lyon, à Saint-Étienne. Si t'es pas en manif. Alors, si t'es en manif, oui, ils vont t'emmerder. Mais si t'es pas en train d'essayer de protester, t'as pas de masque, ils t'emmerdent pas, en fait. Donc,
voilà, on est en train d'essayer d'apprendre, on est en train de vivre avec notre propre folie, mais ça me rassure pas trop, quoi. Alors, une petite nuance sur aussi le fait que le gouvernement ait lâché. C'est arrivé aussi à un moment, alors je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais il y a différentes stats qui sont sorties dans différents pays européens. En France, je pense que je fais partie des premiers à avoir fait ce calcul-là et à l'avoir diffusé. Derrière, j'ai eu des contacts avec des chercheurs, des gens aussi de quelques médias qui ont repris mes chiffres, des gens qui ont refait les calculs et ça a commencé à se diffuser. Ça commence à se diffuser aussi parce que les chiffres maintenant commencent à être disponibles. Donc, on peut vraiment commencer à travailler et à faire l'analyse. Et du coup, on sort un peu de la torpeur et tout ça, ça arrive en même temps. Et je mettrai aussi une pièce sur le fait que dans les plus hautes sphères, ils aient entendu parler de ces différents résultats et du fait que non, on pouvait vraiment expliquer et que du coup, jusqu'ici, c'était des conneries. Et donc, il fallait peut-être pas y aller trop fort. Et je suis pas convaincu, par exemple, que notre président soit depuis le départ hyper fan de détruire l'économie française. Je pense qu'en dessous de lui, il y a des gens qui sont paniqués, qui comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. D'ailleurs, c'est lui qui les a choisis. Il les a choisis pour ça. C'est un sacré retour de bâton pour lui d'ailleurs, parce qu'une fois qu'ils ont paniqué, ils lui ont pris le pouvoir pour notre malheur d'ailleurs. Mais du coup, je pense aussi que de sa part, il y a peut-être aussi une compréhension qui est remontée jusqu'à lui du fait que non, les chiffres vont sortir, tous vont aller dans le même sens et globalement, il ne s'est rien passé. Il y a un article dans Le Monde qui est sorti là. Comment il s'appelle Hervé Lebras. Hervé Lebras, aussi qui va dans ce sens-là. Donc tout ça, ça va arriver. Les chiffres sont dispo, ça va sortir. On va tous comprendre qu'en fait, il ne s'est pas passé quelque chose d'exceptionnel et qu'on se fait avoir, qu'on a détruit l'économie, qu'il y a des gens qui sont suicidés parce qu'ils avaient perdu leur boîte, des gamins qui n'ont pas supporté la solitude, soit parce qu'ils étaient étudiants qui s'en sortaient plus, ou même parce qu'ils étaient chez leurs parents et que leurs parents stressés les ont enfermés. J'ai des histoires flippantes. Pas possible. Donc il y a des histoires sordides. Ouais. Et ça va être extrêmement difficile que les gens maintenant réalisent que tout ce qui s'était passé, depuis le début, c'est une panique complètement à considérer. Ouais. Sur l'histoire que tu as dit tout à l'heure, c'est très juste sur la situation hospitalière, mais encore une fois, c'est pas nouveau. L'intensité qu'elle a eue, elle a été localisée à certains endroits, mais comme c'est toujours, les épidémies, ça se diffuse jamais partout en France. Ça, c'est un autre argument qu'on m'a sorti. Regardez, ça s'est pas diffusé. Non, c'est toujours le cas. Il y a des territoires qui n'ont pas d'épidémie. C'est normal. Et encore une fois, il faut regarder ce qu'on fait depuis 10 ans. Si on diminue des lits, qu'on supprime des lits en réa, qu'on supprime des lits en consultation générale et que la population vieillit, il y a de la saturation. Accuser le Covid et dire maintenant il faut se confiner parce qu'on n'a plus la place, c'est nous prendre pour des cons. C'est juste ça. Il faut se réveiller, les gens. Il faut arrêter de dire qu'on reste chez soi pour sauver des vies. C'est pas vrai. On sauve jamais une vie quand on reste chez soi. Les gens qui sauvent des vies, ils vont travailler. Et donc, il faut à un moment se rendre compte qu'on a été pris pour des andouilles, qu'on a marché pour une grande partie d'entre nous, et que maintenant, il faut dire stop, j'ai compris, je me suis fait avoir, et maintenant, il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Et est-ce qu'on va arriver jusqu'au moment où il faudra rendre des comptes? Ça, je suis pas sûr. Ça serait pas mal quand même. Hein. Alors, si la population elle est beaucoup plus en plus vieillissante, qu'il y a de plus en plus de vieux, c'est le titre de ce soir. Est-ce que dans la vidéo, parce que moi j'aime bien les vidéos de Pierre parce que c'est pas la première fois qu'on invite Pierre dans une émission. On a parlé beaucoup de choses et d'autres. On avait parlé d'argent. C'était intéressant aussi. Avec Bernard Friot. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu as demandé, Pierre, un droit de réponse au décodeur? J'ai voulu le faire. J'ai écrit un article de droit de réponse au décodeur et puis je l'ai transmis à certaines personnes pour leur demander leur avis. Ils m'ont dit non, tu t'en fous et fais une vidéo avec ce que tu as fait. Donc, j'ai fait une vidéo qui est mon droit de réponse à moi, qui est sur ma chaîne, où je réponds aux décodeurs. Donc, j'analyse l'article des décodeurs pour expliquer leur stratégie, qui est toujours la même. Quand ils veulent dézinguer un article, ils commencent toujours par dire que c'est bien au début. Donc, il y a une première partie où ils disent que je fais c'est bien.
Et puis après, ils mettent un mais. Donc ça, c'est comme ça. Une fois qu'ils ont dit que c'est bien, on a l'impression qu'ils vont faire une analyse objective et que du coup, ils ont repéré quelque chose qui allait bien dans cette vidéo, mais que je suis un grand méchant qui veut embrigader les gens derrière moi. Et donc, il y a toujours un mais. Et ce mais des décodeurs, il est hyper intéressant parce qu'il parle d'autre chose. Donc, ils se mettent à parler d'un truc qui n'est pas dans ma vidéo. Ils sortent des chiffres qui ne sont pas dans ma vidéo. Ils m'attaquent sur un angle qui n'en fait pas partie, qui n'est pas la démonstration. Donc, ils partent là-dessus pour dire que finalement, j'ai tort. Est-ce qu'ils t'ont contacté? Non, ils m'ont pas contacté. Sinon, je leur ai répondu. Moi, je réponds à quasiment tout le monde. Quand il y a trop de messages, je peux pas humainement. Mais sinon, je réponds à quasiment tout le monde et je leur ai répondu. Il y a pas de problème. Et même si ça avait été pour entrer dans une discussion où ils m'auraient dit, voilà, on n'est pas d'accord sur tel point, j'aurais répondu. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de donner des arguments. En revanche, utiliser un procédé en essayant de démolir quelque chose en faisant une petite entourloupe en parlant d'autre chose, ça c'est pas très classe. Justement, je pense qu'ils sont de mauvaise foi. Ouais. Alors, c'est discutable. Ils sont peut-être juste bêtes, hein. Choisissez ce que vous préférez. J'aime bien celle-là. Entre cynisme et bêtise. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, on a une connaissance de la statistique qui est vraiment peanuts, quoi, collectivement. Et je veux dire, il n'y a pas de raison que les journalistes soient meilleurs en maths que non, mais eux, ils font semblant. Et c'est pas la première fois que je chope un article des décodeurs où ils se targuent d'avoir fait une analyse et où, en tant que statisticien, on lit l'analyse et tout est faux. Il y a ce qu'on appelle un paradoxe de Simpson à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils additionnent des trucs et ils font une conclusion sans regarder ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, ils se prennent à leur propre piège. Dans la vidéo où dans l'article, où ils essayent de dire que je dis des bêtises, ils publient un superbe graphique avec des morts sur les années précédentes. Et en fait, on voit plein de petits trucs dessus. Si on est un peu curieux, qu'on aime un peu les stats et qui dézingue un peu leur discours et qui va dans mon sens. Par exemple, on voit qu'ils mettent l'année 2016, c'est hyper intéressant parce que 2016, c'est exactement les mêmes périodes épidémiques que 2020. Donc on voit que en fait, ce qu'on dit avec la deuxième vague, on a eu un truc incroyable avec une épidémie en mars-avril et puis une épidémie qui démarre dès octobre. Regardez 2016, il s'est passé la même chose. La seule différence, c'est que 2016, c'est juste après la grosse grippe de 2015 qui avait fait une hécatombe. Donc, globalement, il n'y a plus personne à tuer. Et donc, l'épidémie fait moins de morts. Mais si ces épidémies-là étaient arrivées à un moment où on avait eu plus de personnes fragiles, on aurait eu la même tronche de mortalité que ce qu'on a eu en 2020. On sait si c'est une grippe ou un corona 2016? On ne sait jamais. C'est aussi la première fois, mais dans toutes les premières fois, c'est la première fois qu'on annonce à la télé le nombre de morts tous les jours qui n'a pas de sens en les attribuant à quelque chose, donc il n'y a pas de recul dessus. C'est la première fois qu'on fait des tests tous azimuts, mais sans aucun protocole statistique, donc on ne peut absolument rien comparer et on additionne des trucs, ça n'a pas de sens non plus. C'est la première fois qu'on le fait. C'était pas uniforme les tests. Enfin, si tu prépares une vidéo là-dessus, enfin, il y avait des différents cycles notamment. Enfin, on faisait pas les mêmes tests en plus. Donc, oui, tout à fait. Mais d'un labo à l'autre, c'est pas les mêmes tests et donc c'est pas les mêmes résultats. Et donc il n'y a rien qui s'additionne. On peut pas faire de stats avec. Donc c'est pas propre. Donc ça, c'est la première fois aussi. Et c'est la première fois qu'on suit correctement aussi un coronavirus. Les grippes, il y a un système qui est sur Santé publique France annuel où on suit encore une fois, le réseau Sentinelle remonte des choses et donc on agrège des trucs et ça fait des idées un peu de ce qui se passe. Mais c'est la première fois qu'on essaye de faire une espèce de comptage d'infectés et de morts. Ça n'a jamais été fait avant et c'est fait dans un bordel complet où il n'y a absolument rien qui est additionnable. Donc tout ça, ça fait un espèce de gloubi-boulga qui fait peur, mais qui n'a absolument aucun sens et dont on ne peut même pas se servir pour faire de la stat. Il est 22h18, on est en direct, toujours sur Facebook Live, enfin du moins parce que moi je vois pas la vidéo. Dans l'article du Monde, c'est quand même titré « Pourquoi c'est faux ?» En tant que journaliste, quand on avance ce type d'argument, c'est qu'il faut qu'on ait derrière des choses sérieuses. Moi, ça me gêne parce que on en parle souvent avec Nicolas sur le fait que, avec les GAFA et tout ça, notamment que en ce moment, il y a la course aux fake news et que forcément, ça veut dire, pour moi, ça me chagrine un peu parce qu'on a l'impression que la vidéo de Pierre, c'est une fake news. Moi, quand je vois que c'est marqué faux, j'ai l'impression que le contenu, l'ensemble du contenu de la vidéo de Pierre, c'est une fake news en fait. Tu n'es pas le seul à penser, Vincent. J'ai eu plein de commentaires très positifs de gens qui ont découvert ma vidéo grâce au Monde. Du coup, je remercie les décodeurs de m'avoir fait de la pub d'ailleurs.
et ça a permis à des gens de découvrir le message. Il y a aussi d'autres personnes qui en effet ont commenté en disant hors de question que je regarde cette cochonnerie, les décodeurs ont dit que c'était faux, donc c'est du complotisme, mais sans regarder le message. Donc il y a en effet un niveau de pression de la part des décodeurs où ils sont capables d'avoir une espèce de prêche auprès des gens où on leur a mis une étiquette, ils savent distinguer le vrai du faux, et ce qui fait que tout ce qu'ils disent est parole d'évangile sans qu'on vérifie. Donc ça, c'est assez dangereux. Ça a aussi un autre effet, c'est que YouTube considère les décodeurs comme en effet un fact-checker. Donc c'est-à-dire qu'une fois que les décodeurs ont fait un article sur ma vidéo en disant ce que je disais était faux, je suis déréférencé. Donc très clairement, c'est beaucoup plus difficile de trouver ma vidéo maintenant que ce qu'elle était avant. Alors déjà, comme je parlais du Covid, YouTube déréférence un peu de force en mettant des placards OMS partout, puisque la bonne parole ne peut être donnée que par le gouvernement, hein, c'est dans les règles. Donc j'ai déjà un certain déréférencement, mais depuis les décodeurs, fatalement, je suis déréférencé plus. Donc c'est plus difficile de trouver ma vidéo. Tu sais d'où viennent ces services de fact-checking là? Ils sont financés par Facebook. Les décodeurs, Check News, bah, c'est des choses que les réseaux sociaux, c'est des accords. Je veux dire, c'est Facebook notamment qui finance ces trucs-là pour pouvoir. Alors, on peut parler de censure. Si on parle de censure, on dit, ah oui, non, mais c'est pas ça la censure. Alors, disons censure 2.0, mais le mécanisme est le même. Alors, c'est pernicieux parce que la censure te barre directement. Enfin, je veux dire, on te coupe la parole, on te met au trou. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était comme ça. Bon, alors, c'est sûr, c'est plus cool, quoi. Hein, on préfère qu'ils déréférencent nos vidéos plutôt que finir au trou. Je veux dire, mais collectivement, ça crée des phénomènes d'uniformité de pensée et ça entraîne la folie collective dans laquelle on est en ce moment, parce qu'il n'y a pas eu de contre-discours. Il y a eu une émission qui était super intéressante. Je ne sais pas si elle est disponible encore dans son intégralité sur le site QG. Le QG concurrent de Quartier Général. Le Quartier Général avec un K, c'est nous. Avec un Q, c'est Aude Lancelin. Et elle a interviewé Louis Fouché, justement, pas spécialement parce qu'elle se sentait proche de ses idées ou quoi, mais parce que elle, en tant qu'elle a subi de l'intérieur, elle a été rédac chef au Nouvel Obs et à Marianne, je crois. Et elle a subi les pressions du système, elle a essayé d'aller dans le média, etc. Et ça l'a interpellée de voir comment le message de Réinfo Covid et tous les messages alternatifs, hein, que ce soit Toubiana, que ce soit comment il s'appelle, moi je sais plus, il y en a quelques-uns, ils sont pas si nombreux en fait. Moi, et je suis pas toujours fan, c'est pas forcément des gens qui sont de mon bord politique, à part Laurent Mukeli, que vraiment j'aime beaucoup, mais son discours on l'entend très très peu. En fait, il y a une grosse chape de plomb qui pèse là-dessus, et c'est de ça dont on a parlé récemment, Vincent. Moi, j'ai un peu bossé là-dessus. C'est comment ça fonctionne les réseaux sociaux, comment fonctionne cette chape de plomb. Bon, moi, je suis pas complotiste dans le sens où je crois pas que cette chape de plomb, elle soit vraiment manipulée de manière uniforme par un complot unique. Il y a plein de petits complots. Barbara Stiegler en parle dans une vidéo sur Mediapart, comment les techniques de nudge ont été utilisées pour penser, par exemple. Le nudge, c'est l'exemple du nudge le plus connu, c'est mettre une petite mouche au fond du chiotte pour vous faire pisser droit, les bonhommes. Ah, pour que nous, les mecs, on pisse droit, on met un truc au fond, là, ça t'attire l'attention, et ça fait que tu pisses pas à côté. C'est ça qu'ils appellent le nudge. Et ben, le nudging, ça a été utilisé, c'est des techniques de neuro-ingénierie, hein, on appelle ça. Donc, c'est des techniques de manipulation, entre guillemets. Ça a été utilisé, c'est avéré. Barbara Stiegler, c'est pas une complotiste, hein, c'est une universitaire reconnue, et ça a été utilisé, notamment se faire une attestation soi-même, mettre un masque quand c'est pas utile dehors, ça fait partie des techniques de nudging, c'est pensé comme tel. Donc il y a plein de petits complots, mais il n'y a pas un grand complot qui régit tout ça. Et ça fait que bon, on est entraîné dans un truc. J'espère que tu as raison, Pierre, quand tu dis, toi, tu as été contacté par beaucoup de chercheurs, il y a Hervé Lebras qui en parle dans le monde, que ces chiffres sont remontés à notre bon président, directeur général. Là. J'espère que ça sortira, ces chiffres. Hein. Mais la peur, elle a été tellement puissante, je sais pas quelle est l'inertie de la peur par rapport à l'inertie de la raison. Quoi. J'espère que c'est bientôt, hein, parce que... Oui, et puis ce que tu dis sur le nudge, ça rassure les gens aussi. C'est toujours beaucoup plus rassurant d'avancer dans le même sens que tout le monde. Il y a des grands instituts qui, d'habitude, éclairent le débat public, qui, là, jusqu'ici, ont été dans le même sens de ce que voulaient les médias pour justement rentrer dans le jeu médiatique et
et être diffusés. À partir du moment où eux sont aussi rentrés dans le jeu, ils se sont mis à montrer des chiffres qui allaient dans le sens qui allait intéresser la sphère médiatique. Et là, on a un problème aussi. Là, on a un problème. Je le montre dans des vidéos. Diffuser, par exemple, des chiffres de mortalité de l'année 2020 à partir de mars, c'est un problème. C'est un problème de commencer une année et de comparer mars 2020 à mars 2019 ou mars 2018. C'est un problème. Parce qu'il n'y a pas d'épidémie ou très très peu en décembre, janvier, février de l'année décembre 2019, janvier, février 2020. Et donc les comparer aux années précédentes qui, elles, ont eu leurs épidémies à ces périodes-là et donc qui n'en ont plus après, ça fait un défaut. On a l'impression de voir un énorme pic alors qu'en fait, c'est juste que les pics des années précédentes sont un peu avant. Et voilà. Mais ça, c'est un problème de culture statistique. C'est parce que clairement, c'est d'étanche. C'est un métier statisticien. Non, c'est statisticien. C'est un choix, tu penses? Bah, je le sais. C'est pas que je pense, c'est que je le sais. C'est un choix assumé de vouloir montrer les choses de façon à ce qu'elles soient bien visibles et à ce que les gens en parlent. Et ça, c'est un problème parce que c'est un vrai problème de diffusion où on éclaire le débat public, mais dans le sens où il veut l'entendre. Et qui diffuse? Qui décide de diffuser ces chiffres? Ce sont des décisions internes des instituts où ils se mettent d'accord au moment de la diffusion. Enfin, il y a toujours, tu peux diffuser un chiffre toujours de deux manières différentes et qui vont avoir un résultat opposé. Je te prends un exemple. Imagine que tu es sur une région qui a 4 millions d'habitants. Tu fais ton calcul, on te demande le nombre de pauvres que tu as sur son territoire. Tu fais ton calcul, tu as ton résultat, tu as le choix, et ton titre, tu as le choix entre deux. Tu peux dire, dans mon territoire, j'ai 10% de pauvres. Donc là, médiatiquement, reprise médiatique, on est un territoire plutôt riche, ça ne se passe pas grand-chose. Tu peux dire dans ton titre, dans mon territoire, j'ai 400 000 pauvres. C'est la même chose. Les 10%, les 400 000, c'est le même nombre. Tu en as un où tu as les journalistes avec qui vont relayer l'information et tu peux avoir un impact sur l'imaginaire des gens sur la pauvreté, et un autre où ça va être laissé de tomber. C'est exactement le même chiffre, il est juste présenté de deux manières différentes et l'impact est complètement différent. Présenter les chiffres du Covid à partir de janvier ou les présenter à partir de mars, ce sont les mêmes chiffres, il n'y a pas de différence entre les deux, mais tu sais au moment où tu diffuses que l'impact ne sera pas le même. Et tu sais que dans un cas, tu ne vois rien. Si tu montes ceux de janvier avec, globalement, tu ne verras pas grand-chose parce que tout est noyé. Si tu montes que mars, ça sera hyper visible. À partir du moment où tu fais le choix, tu t'engages. Et c'est un engagement qui est moral et qui est vraiment fort. Et dans ce cas-là, c'est faire le jeu du discours ambiant et c'est relativement dommage. Alors Nicolas, parce qu'ils ont voulu faire peur. Ils ont voulu faire peur. Oui, c'est un choix assumé. Hein. Mais Nicolas, s'ils agissent de cette sorte, et que nous on dit tout le temps, il faut relativiser, il faut pas regarder les chiffres à la télévision parce que ça pourrit. Alors, si on fait plus attention à ce qui se passe réellement et qu'on se déconnecte un peu de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer alors? Est-ce qu'ils vont continuer à avancer des chiffres parce que maintenant on vous dit qu'on est sur un plateau haut? Non, là, il commence à relativiser là, parce que le président, directeur général en chef, a fait un pari, tu vois, Emmanuel Macron. Moi, avec les nuances que Pierre a apportées, si tu veux, mais moi, je pense vraiment que c'est nous qui dirigeons et que ils ont vu ce qui se passait aux Pays-Bas, ils ont vu que collectivement, on n'acceptait plus ce confinement parce que ça rend dingue. Enfin, je veux dire, ça rend tout le monde dingue. Et donc voilà, il a fait un triple salto arrière et il rechange des chiffres. Mais pour rembobiner un petit peu. Comment ça s'est passé? Faut se rappeler quand même le premier conseil de guerre là. Ils sont sortis de leur conseil de défense en disant papa, je sors de mon chapeau le 49.3 pour la réforme des retraites. Ils ont absolument pas pris au sérieux cette épidémie. Je veux dire, où ils l'ont mise à la bonne place. Peut-être, hein, ils avaient des conseillers qui, voilà, enfin bon, c'est un Covid, c'est pas plus mortel, etc. Ils n'ont pas anticipé les saturations d'hôpitaux, les phénomènes comment dire, les phénomènes de panique et d'entretien de peur médiatique. Mais comment dire, à un moment donné, ça les a débordés. Ils avaient aucune autorité. Parce qu'en fait,
il y a une confiance qui est nulle dans ce gouvernement, mais comme dans le précédent et celui d'encore avant, en fait. Le système politico-médiatique, il s'inscrit aussi dans un système démocratique. Les institutions de la Ve République sont mortes, il y a des taux d'abstention de fou, on fait plus confiance à ces gens, et à mon avis, on a bien raison. Et en fait, ça a été dit comme tel. Moi, je surveille quand même pas mal les médias quand j'ai la force. Je regarde beaucoup C'est dans l'air particulièrement. C'est vraiment la voix de son maître, C'est dans l'air. On a la quintessence de la saloperie, de la pensée, de la non-pensée, hein, de la non-pensée dominante. Et ils en ont parlé. Ils en ont parlé ouvertement dans une émission grand public. Je ne sais pas les taux d'audience, je ne suis pas allé vérifier. J'espère qu'ils ne sont pas très hauts, mais je crois que malheureusement, il y a quand même du monde qui regarde. Et ils étaient là. Oui, le gouvernement, ils ont été obligés de faire peur parce que ce que je vous dis là, hein, les gens ont plus confiance en eux. Voilà, là, c'est dramatique. Bah, ils ont été obligés de faire peur. Nous, on a fait peur. Alors, ils l'ont pas dit tout de suite. Hein. Ils ont joué le jeu pendant un temps, mais ils avouent, même pas à demi-mot, qu'en fait, ils ont joué le jeu consciemment. Tu vois, on a les preuves. Oui, on a fait peur. Ils le disent pas comme ça, mais et ils le disent quelques mois après. Ils disent bah oui, ils ont été obligés de faire peur parce qu'ils ont plus aucune crédibilité. Donc, et quand tu dis Pierre avec la nuance que bah le général en chef là-haut là, ça le fait pas rigoler de détruire l'économie, il a pas le choix en fait. Comme dit comment il s'appelle ce philosophe là, ce penseur là. Je sais plus, qui est spécialiste de Montaigne. Et il dit, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Bon, je sais pas, enfin, lui, c'est pas spécialement mon copain, mais sur ça, il disait pas trop de bêtises. Ils ont été piégés dans leur propre connerie. Alors après, sans parler de tout le, de tout le déballage de débilité sur les masques, pas les masques, les tests, pas les tests. Enfin, je veux dire, ils sont pas foutus d'organiser correctement, y compris la vaccination plus récemment, dans ces politiques, parce que je m'inflige encore ces émissions débiles là, dans ces politiques où c'est ce soir, je sais plus parce qu'ils en ont fait une nouvelle. Alors du coup, j'arrive plus à suivre. Maintenant, il y a c'est ce soir tous les soirs, c'est dans l'air tous les soirs et c'est politique tous les dimanches. Alors dans une de ces trois émissions, là récemment cette semaine là, tu vois un maire dans le Nord à qui on promet des centaines de vaccins qui s'organisent, qui machin. Au final, je vous épargne les détails, le type il est parti chercher 3 doses avec sa glacière. Je veux dire, ils lui ont envoyé un texto pour lui dire au fait, gros, on va pas te les livrer, les vaccins, qu'il faut transférer à moins 70 degrés, machin, tout ça, tu vois. Hein, on va pas te les livrer, il faut que tu viennes les chercher. Et dans un deuxième texto plus tard, ah ouais, au fait, prends ta glacière, s'il te plaît. Non, mais sérieusement. Enfin, je veux dire, c'est dramatique, quoi. Oui, après, je pense en effet qu'ils ont été pris à leur propre piège, surtout parce qu'ils ont aussi. Mais ce qui montre, c'est le niveau qui est relativement affligeant aussi de ces gens-là, puisqu'ils avaient commencé par dire qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait aucune vague épidémique, que ça n'arriverait pas jusqu'à chez nous. Ouais. Ce qui est assez intéressant parce que vu les échanges internationaux et puis que c'est une épidémie qui a démarré à l'Est et que d'habitude, bah, ça vient de l'Est, ces épidémies, faut quand même avoir la foi. En plus, tout le monde savait que 2019 avait été une année avec un taux de sous-mortalité hyper exceptionnel. Donc, en fait, on avait plein chez nous de personnes qui n'étaient pas décédées et qui étaient décédées d'habitude, hein, donc qui étaient vraiment plus âgées. Et donc, fatalement, une épidémie arrivant, il y avait quand même des chances que ça se voit et donc de faire des décès. Donc, c'était vraiment pas très malin de leur part. Et donc, je crois beaucoup aussi au fait que, surpris par le truc, et donc ils venaient de se prendre un an en effet de grève des soignants où il leur avait dit d'aller se faire foutre, globalement. Et donc là, ils arrivent avec les hôpitaux. Ce que les soignants disaient, mais on est tout le temps saturé, on n'a pas de place. Donc là, il n'y a pas de place. Donc là, ils se trouvent coincés à leur propre jeu. Et la seule solution qu'ils trouvent, c'est de dire, bah voilà, on enferme tout le monde parce que là, il y a le virus le plus méchant du monde qui arrive. Et du coup, en effet, on insiste sur le fait que c'est le pire du monde en insistant sur absolument tous les détails, histoire de se justifier eux-mêmes. Alors que tout ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé ce dont les soignants se plaignent et font grève depuis un an, à savoir qu'en phase épidémique, bah, il n'y a pas de place, c'est tout. Et du coup, en effet, pris à leur propre piège, ils ont été dans la surenchère de ce qu'on pouvait faire de pire de façon à avoir le player le plus sérieux possible. C'est d'ailleurs assez intéressant qu'ils aient réussi à dire tout et son contraire. Du jour au lendemain, les mêmes, le masque, pas de masque, enfin, le sketch Véran où on met bout à bout toutes ces interventions dessus, c'est un délice. Et qu'il soit encore là aujourd'hui, alors que je pense qu'un revirement de situation tel, il y a quelques dizaines d'années, c'était une démission. Enfin, le nombre d'occasions de démissionner qu'on a eu de tous les membres du gouvernement depuis le début, c'est complètement fou.
et qu'ils soient encore là avec des journalistes qui viennent les prendre en photo, ils font des sourires pour annoncer toujours des trucs qui sont totalement débiles. Je trouve ça mais complètement incroyable, quoi. Il doit y avoir un côté syndrome de Stockholm, je sais pas, parce que tu vois, ils sont quand même arrivés à convaincre, y compris les soignants, d'effacer leur propre mémoire de plusieurs années de lutte juste avant. Je veux dire, ils étaient en grève. Et combien on a trouvé de médecins, de personnel soignant pour alimenter la panique, en fait. Encore maintenant. Alors, il y en a de moins en moins, mais encore maintenant. C'est vraiment un phénomène d'hallucination collective. Il y a, tu vois, qui dépasse, y compris nos gouvernants et leur capacité de manipulation. Enfin, je veux dire, ils sont tellement mauvais. Moi, je peux pas imaginer qu'ils aient pu manipuler un truc de cette ampleur. Je ne crois pas non plus. Je ne les crois pas assez bons. Ah bah non, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Mais c'est dramatique. Hein. Vaudrait mieux qu'il y ait un manipulateur parce qu'on pourrait s'en débarrasser. Que là, tu vois, la solution pour en sortir, il faut qu'on monte notre niveau. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment important ton boulot, je le redis, mais allez voir la chaîne de Pierre, monter en compétences statistiques pour comprendre ça, pour avoir c'est pas si compliqué. Alors ça demande un peu d'attention, c'est pas évident non plus, mais quand même, il explique bien, Pierre. Voilà. Il prend le temps. Quitte à regarder deux fois, parce que moi j'aime bien regarder, en général, je regarde deux fois. Quitte à regarder plusieurs fois, ouais. Parce que sinon, il va falloir atteindre la fin du Papy Boom. Hein. Et la fin du Papy Boom, c'est dans 15 ans. Hein. Mais moi, j'ai pas 15 ans, les gars. C'est ce que disait Nicolas, c'est que les vidéos de Pierre, elles sont assez pédagogiques. Donc, c'est vrai que c'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'images, d'infographies pour bien expliquer. Et voilà, je veux dire, il suffit de reculer un peu en arrière si on n'a pas très bien compris, de revenir. Et on voit, on est capable de juger par soi-même, justement. Donc voilà, tout est dit en fait dans les vidéos de Pierre, sans remettre en question bien entendu l'article du Monde, parce que comme il l'a dit, il y a une partie vraie, il y a une partie faux. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils ont marqué un gros faux et que non, ils parlent pas du tout de la même chose puisque l'angle est totalement différent. Et en journalisme, il faut faire gaffe à ce qu'on écrit aussi parce que on doit pas pouvoir orienter justement les gens vers un avis contraire. On doit être impartial. Donc si on dit de quelqu'un qu'il avance des choses fausses, c'est grave. Et comme il a dit, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, c'est le souci, c'est qu'avec les GAFA et tout ça, ils sont payés par Facebook. Avec les fake news et tout ça, donc c'est un problème. C'est un problème parce que dans ces cas-là, comme dit souvent là aussi Nicolas, chacun défend sa vérité. Et dans cette vidéo, la vérité qui est avancée par Pierre, elle est basée sur des chiffres qui sont clairement évoqués, alors que dans l'article du Monde, je mettrai les liens comme ça, les gens ils pourront rechercher et voir par eux-mêmes et reprendre la vidéo qu'a faite Pierre pour contredire un peu l'article en son droit de réponse. Voilà, je veux dire, on voit bien qu'ils parlent pas de la même chose. C'est-à-dire que eux, ils sont journalistes entre guillemets, hein, ils sont payés par YouTube et par les réseaux sociaux pour ça, pour dire la vérité en fait, pour lutter contre la peur bourgeoise du complotisme. Enfin, je veux dire, il y a rien de complotiste dans la vidéo de Pierre. Et oui, mais ça fait partie de de cette sphère-là. Je veux dire, ils installent le décor sans. Moi, je veux pas tomber dans leur piège. Je veux dire, c'est pas un complot. C'est un besoin des réseaux sociaux. Voilà. Sauf que en face. Pierre, avant d'être youtubeur, il est quand même statisticien, c'est son métier. Donc voilà, les mecs, s'ils veulent contester, faire leur métier de journaliste, ils s'improvisent pas statisticien. Ils vont voir un autre statisticien pour lui dire attends, lui c'est ça son boulot. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Les mecs, ils s'improvisent statisticiens. C'est pour ça qu'ils font de la merde aussi, je pense. Ouais, ce qui me dérange justement, c'est qu'ils titrent pourquoi c'est faux. Donc ils se mettent quand même au-dessus. Oui. Voilà, je pense que Pierre est assez qualifié dans son domaine d'activité pour savoir de quoi il parle. Je déteste l'argument d'autorité, donc j'ai horreur de ça. J'essaye d'expliquer dans toutes mes vidéos exactement où je prends les chiffres et les calculs que je fais. Je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais mon objectif c'est ça, c'est que chaque personne qui les regarde se les approprie et si elle le souhaite, elle refait. Et c'est même ce que je préfère dans ces cas-là. Hein. J'ai des gens très intéressants qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Je vous crois pas, redites-moi où vous avez téléchargé. » C'est dans la vidéo, ils téléchargent. Et ils m'ont recontacté, ils m'ont dit « Ah bah merde, je peux Sachant que, Pierre, c'est qu'en général, les gens qui sont venus te taper dessus, ils n'ont pas été à regarder les autres vidéos que tu as fait avant. Oui, certes. Certains, parce qu'il y en a où j'explique plus ce que je fais, etc. Mais
c'est des expériences très intéressantes et aussi ça me permet aussi que les gens qui font l'exercice et qui me croient pas, ils pensent aussi que je choisis les chiffres qui m'arrangent et je leur dis mais essayez les autres années pour voir et ils se rendent compte que non, j'ai pris à chaque fois les chiffres qui, je veux dire, qui m'arrangeaient le moins, en tout cas qui participaient le moins au discours. Ce qui s'est passé en 2020 et le taux de mortalité finalement est tellement peu important que même en prenant les années précédentes qui avaient des taux de mortalité franchement faibles, ou bien une grippe comme 2017 qui est vraiment pas la pire, j'arrive à montrer que finalement, ce qui s'est passé, c'était pas si énorme que ça. Et plus on remonte dans le temps en trouvant des événements exceptionnels, plus on hallucine en se disant ah ouais. En effet, oui, c'est ce qui s'est passé, c'est pas la folie. Hein. Enfin, faut vraiment relativiser ça. Quoi. Ça serait bien d'entendre un peu plus souvent sur les médias comme BFM et d'autres. Ce genre de discours, ça ferait du bien, je pense, surtout aujourd'hui. Voilà, ça va faire 1 an. Oui, mais la peur fait vendre, Vincent. La peur fait vendre. Ouais, mais à un moment donné, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Non, mais là, il y a de la censure. Là, il y a de la censure. Il y a des mécanismes de censure. Vraiment. Oui. Même si c'est de la censure 2.0. Après, je suis partagé là-dessus, mais voilà, c'est que simplement, c'est que pour moi, le droit de réponse est très important. Bon, Pierre l'a fait de façon intelligente puisqu'il a fait une vidéo. Et voilà, donc il suffit d'aller voir la vidéo et puis on en reparle ce soir aussi. Simplement, c'est que on invite toujours, on l'a toujours fait dans les émissions Quartier Général. Allez chercher par vous-même les informations quand vous avez quelque chose qui vous avez un doute. Bah voilà, vous allez chercher les informations. Mais ce n'est pas parce que il y a un article où vous dit que c'est faux que ça l'est vraiment. L'angle n'est pas le même, le fond n'est pas le même. C'est des choses totalement différentes. Après, je vais pas dire que c'est parti de mauvaises intentions. Simplement, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, comme l'a dit Pierre, on peut pas être statisticien quand on est journaliste. Et voilà, donc chacun son métier, je crois, parce que voilà. Les décodeurs, ils sont ni journalistes ni statisticiens, la plupart sont des infographistes. Donc ce sont des gens qui prennent des chiffres quelque part et qui ensuite en font des jolies images. Ah mais ça veut dire que ça remet en question les compétences de Pierre, quoi. C'est ça qui est grave. Si on me prouve par A plus B que j'ai tort, il y a vraiment aucun souci. Hein. Bah voilà. Bah on lance un appel à BFM ou CNews. Voilà, s'ils veulent inviter Pierre, ce serait quand même pas mal. Ça changerait un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et puis voilà. Non, mais ils mettent déjà la chape de plomb, malheureusement. Oui, je pense pas. Je pense. Je veux dire, Louis Fouché, il est censuré sur les médias, il n'est pas invité, mais il avait une chaîne YouTube qui marchait plutôt pas mal. Elle a été censurée, mais censurée. Là, ça c'est pas de la censure 2.0, hein, je veux dire. Oui. Ça a été. J'aime pas trop le mot. J'aime pas trop. Eh ben ouais, je sais bien. Nous on sait que on sait que la chaîne YouTube de droit citoyen, voilà, je veux dire, quand on cherche des vidéos, on les trouve pas forcément. Et pourtant, on fait notre métier en tant que journaliste. Il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Hein, oui, on va le faire. On va le faire sur la chape de plomb qui est en train de tomber. Ouais, mais moi je pense que c'est plus du copinage, que c'est un petit monde où tout le monde se connaît, que ce soit Google France, médias, YouTube France, Twitter médias, France, et c'est une bande de copains. Fouché, il a quand même sa page Conspiracy Watch. Hein. Donc vous tapez Louis Fouché sur Google, vous tombez sur une page Conspiracy Watch qui est vraiment très fournie. Je ne sais pas si c'est la consécration hein, quand on en arrive là, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont payés, dont le métier, c'est de récupérer des tronches qu'on va mettre sur Conspiracy Watch avec des bouts de discours tronqués et des commentaires pour les décrédibiliser définitivement. Donc, quand il s'agit là d'une personne qui essaye de s'investir pour les autres, qui en plus est médecin, donc qui a consacré sa vie et qui a même prêté savant là-dessus, c'est quand même assez incroyable d'en arriver là. Ah, puis c'est un méga bisounours. Hein. C'est un bisounours très cultivé, qui a des tas de références, c'est intéressant ce qu'il raconte, mais si toi t'as essayé de le contacter, on essaiera peut-être de faire une émission avec lui et avec Laurent Mukieli là pour aller justement sur la discussion des valeurs, du bioconservatisme, du transhumanisme, de ce que ça implique sociétalement en fait, cet aveuglement, parce que il y a une part où bon là on est entre nous, on n'a pas trop de entre nous on est en direct sur Facebook.
voilà, oui, mais on n'a pas trop de paroles alternatives, si tu veux. Et les gens qui vont nous regarder, a priori, c'est pas des gens qui sont pas d'accord. Tu vois, on a tendance à s'auto-renforcer. Mais je veux dire, en valeur absolue, il y a quand même plus de morts en 2020 et c'est quand même impressionnant. Ça sature les hôpitaux. Je veux dire, c'est pas anodin, c'est des morts. Chaque vie, c'est quand même énorme. Mais donc ça, il faut, tu Là, je vois. mets une nuance quand même. Hein. J'ai des gens qui me contactent là-dessus aussi. Une personne âgée qui décède, c'est la vie normale. Oui, Une on est personne d'accord. jeune qui décède, c'est pas normal. Alors ça, il y a des gens qui sont des mots très durs là-dessus quand je leur dis ça. Je Ouais. le maintiens et je l'assume ce soir. Je sais pas si vous avez déjà été à des enterrements, mais globalement, quand vous allez enterrer vos grands-parents, il n'y a personne dans l'église parce que globalement, tout le monde est mort avant. Donc, on est assez vide, on est triste, mais c'est vraiment la vie normale. Quand vous allez enterrer un proche qui a 30 piges et que l'église est pleine de des arrière-oncles, ses grands-parents, ses parents qui sont là, tout le monde est là, ça fait vraiment bizarre. Ça, c'est pas le vrai sens de la vie. Donc, il y a un moment aussi, il faut arrêter de balancer des grandes phrases comme ça en disant que toute vie enfin voilà, hyper importante et que c'est un drame d'arriver à la mort. Non, tout le monde va mourir. Et quand on arrive à mourir et qu'on a des petits-enfants ou même pas de petits-enfants, mais qu'on a 80, 85 ans, c'est que vraiment on a du bol parce que l'écrasante majorité de l'humanité est partie avant. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui meurent. Si tu veux, on peut pas euh, Oui. le nier aussi frontalement que tu le fais, même si je suis d'accord avec ce que tu dis. Si tu veux, c'est le sens de la vie. Mais enfin, c'est tout ce débat-là en fait sur euh, c'est-à-dire qu'on pourrait. Moi, il y a quand même des choses qui me choquent, si tu veux. Mais en soi, c'est le capitalisme qui me choque. C'est la façon qu'on a, le capitalisme individuel, la façon qu'on a de traiter nos vieux. Je veux dire, avant, pendant, après Covid, je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, Oui. la façon qu'on a de prendre en charge les gens Et on les malades, maltraite. on les maltraite, on les On maltraite. les maltraite beaucoup plus depuis un an. Oui, oui, Sous oui, oui, prétexte, oui, tiens, oui, je vais oui. te donner un truc rigolo, enfin Mm, pas rigolo, mais pour penser. mm, mm, L'espérance de vie ou la probabilité de décès qu'avaient nos vieux en 2020 mm, mm, avec la Covid, elle est plus petite que celle qu'ils auront en 2021 sans Covid. Ils ont perdu un an de vie et maintenant ils ont beaucoup plus de chances de décéder juste parce qu'ils sont plus vieux. On leur a mm, fait mm. perdre un an de vie, Oui, ils ne ouais, ouais. rattraperont jamais et maintenant la probabilité qu'ils meurent elle est beaucoup plus grande que l'année dernière. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils ne voient pas Noël avec leurs petits-enfants cette année, alors que l'année dernière, ils auraient pu le faire tranquillement. C'est ça la vraie vie. Donc, il Mm, n'y a, y a- y a pas de sens à essayer de retarder quelque chose qui va arriver et de s'empêcher de vivre pendant une certaine période. Quand on s'empêche de vivre, ça ne se rattrape pas. Le temps qui est perdu mm, pour tous ces gens-là, il est définitif. Et cette mm, année, il y a 600 000 personnes qui vont décéder, à peu près, entre 600, allez, 630, 650 par là. Un peu comme cette année. Ces personnes-là à qui on a fait perdre un an de vie, 600 000 personnes qui n'ont pas vu leur famille, qui n'ont pas profité de leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est terminé. On les a privés d'un an de vie et de façon définitive. Mais ça, enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas l'emballement dans lequel on est parti. Alors après, je dirais pas, tu vois, la vie, elle est pas perdue. Mais pour moi, c'était évident. J'en ai parlé avec ma mère. Tu vois, est-ce qu'elle voit ses petits enfants ou pas dès fin mars, en fait. Enfin, je veux dire, tu vas pas arrêter ta vie. Si tu meurs, tu meurs. Pourtant, elle a que 70 ans, ah, même pas. Bon, tu Tout vois, il reste y a des derrière. choses. Ben ouais, non, mais il y a des choses qui sont. C'est la peur qui a été générée. Il y a des gens qui se sont et apparemment c'est encore le cas. Moi, j'en connais Oui, pas, mais il y ouais, a on beaucoup. connaît. J'en entends parler de gens qui se cloîtrent, de gens qui ont peur, qui sont paralysés par la peur. C'est le vol dont tu parles. Je veux dire, Oui, c'est ça. ça c'est grave, ça c'est grave. Mais c'est le système politico-médiatique, c'est je sais pas, un refus de la vie. Alors après, ça, c'est tout le débat bioconservatisme, transhumanisme, un refus de la mort, en fait. Hein, si tu veux, on a tellement, je sais pas, le progrès, c'est génial. On va pas mourir. Google a investi des milliards dans la lutte contre la mort. Bon, c'est complètement débile, hein, je veux dire, mais puis c'est mortifère. Mais euh, quelque part, il y a un inconscient collectif. On a encore envie d'y croire, peut-être encore plus fort maintenant que c'est une évidence que le moteur, que la science comme moteur du progrès, que la technoscience comme moteur du progrès, c'est cassé.
Tu vois. Et maintenant que c'est cassé, on est peut-être encore plus crispé dessus, collectivement, tu vois. Il y a autre chose aussi. Je pense aussi qu'on est quand même une génération qui a fait beaucoup moins d'enfants que les générations d'avant et avec une publicité sur le child free qui est énormissime et un recentrage sur choix qui est énorme. Là où les générations d'avant, finalement, avaient on peut appeler ça de la transcendance si on veut, mais pouvaient se projeter sur l'avenir de leur famille ou même pas de leurs enfants à eux, mais juste sur la génération suivante. Et on a détruit ce lien. On a détruit le lien générationnel qui fait que finalement, les gens se considèrent comme uniques uniquement sur passage sur Terre dans leur petit temps, et plus comme faisant partie d'une société complète qui va continuer après eux. Et ça, je pense que ça fait que aussi les gens ont peur de la mort du fait qu'ils ne pensent qu'à leur petite vie maintenant. Et dans des sociétés qui notamment ne font plus d'enfants et du coup ne se préoccupent plus de l'avenir de leurs enfants, je pense que c'est assez criard. Et d'en être au point de se dire d'avoir la trouille de mourir et de la trouille aussi pour certains de perdre leurs parents qui sont le dernier repère familial qu'ils ont parce qu'ils n'en ont pas d'autres. On va conclure si vous voulez bien. Ouais. On conclut comment? On dit il faut relativiser, il faut vivre. Bah ça on l'a déjà dit. Voilà. Fois, hein. Et puis on le redit. Et puis. Rappelez peut-être de dire qu'on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de morts en 2020. Il n'y en a jamais eu autant de décès. Oui, c'est ce qu'a dit Nicolas. Que c'est parce que c'est normal, les gens vieillissent et qu'on va battre des records en termes de nombre de décès d'année en année. Peut-être 2021, il y en aura un peu moins qu'en 2020. Mais ce serait bien une fois de plus, je le redis, mais qu'il y en a un qui vienne sur des plateaux télé et qui le dise, quoi. Franchement, arrêtez d'avoir peur. Si la population elle est vieillissante et qu'on va avoir de plus en plus de vieux qui vont mourir et qui font forcément peut-être mourir avec le Covid, qu'on le dise, quoi, que il y a pas. Pierre, il a dit qu'il sentait que ça vient, Vincent. Ah, moi, c'est bien. J'espère que. Voilà. Moi, je le sens pas venir, mais je fais confiance à Pierre. J'espère, tu vois, que ce discours-là sera porté. Mais effectivement, si Hervé Lebras, qui est un démographe, je crois, il a bossé avec Emmanuel Todd, il est assez connu. Si lui, il y a un article qui en parle dans Le Monde, même si on a lu que le début. Moi, c'est ma mère qui m'en a parlé. Pierre, il est pas abonné, donc il a pas vu tout l'article. Mais il parle de ça. C'est que ça commence à sortir. On est clairement en train de gagner sur ce terrain-là et ça va être de pire en pire. La situation sera intenable. Je vois pas comment la sphère médiatique pourrait continuer à nier un truc qui est aussi évident et auquel on va finir tous par façon se raccrocher. Donc il y a beaucoup plus de chances, à mon sens, qu'ils retournent leur veste en disant qu'ils ont toujours dit ça. Ouais, là t'es optimiste sur enfin la sphère médiatique, ils arrivent à dire vraiment n'importe quoi. Hein. Ah bah ça fait un an qu'on le vit. Voilà. Et puis même avant, hein. Enfin je veux dire, tu sais, alors peut-être je repars moi, mais oui. Le général en chef Macron là, moi je me rappelle de. On va faire une nocturne avec Nicolas. C'est notre projet, il faut le porter. Je sais pas si vous vous rappelez pendant l'élection, il y a quand même eu un bug dans le système médiatique qui portait cette candidature-là, le système politico-médiatique. Je veux dire, pendant un jour ou deux, après ce discours complètement halluciné, les médias, ils ont bugué. Et le système a été repris en main, on a recommencé la campagne, Macron, il est jeune, Macron, il est beau, il est l'ultime recours contre le Front National, il est élu. Tu vois ? Donc, bon, j'espère que tu as raison, Pierre. Allez, optimisme. Voilà. On y croit, mais... ça se fera pas tout seul, il faut qu'on bouge aussi. Et sur l'émission prochaine qu'on fera sur les réseaux sociaux, partagez. Si vous avez aimé ce contenu, partagez. Si vous aimez le contenu de Pierre, partagez. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous et tout ce que vous aimez, partagez. Un conseil de base sur les réseaux sociaux, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous énerve, ce que vous pensez qui est dangereux, n'y réagissez pas. Ça leur donne de la visibilité. Ce que vous aimez, ce qui vous semble utile, partagez. Voilà. Pour ce qui concerne ma chaîne, je n'ai que ça. Hein. La quasi-totalité de mes vues, ce sont des partages. Et comme je suis déréférencé, j'ai expliqué pourquoi derrière. De toute façon, j'ai aucune pub à attendre de la part de YouTube. J'ai même pas le droit de payer moi-même pour me faire de la pub. J'ai essayé une fois et c'est interdit. Vu que je parle de messages qui sont considérés politisés, j'ai un avertissement de Google qui me dit que seul le gouvernement a le droit de parler de ces sujets-là. Et donc, je suis interdit, je n'ai pas le droit de payer. J'ai des mails, hein, j'ai des preuves. Oh putain, ouais. Eh ben, il faut que tu viennes pour nous raconter ça sur l'émission, sur la censure, sur les réseaux sociaux. Enfin, non. La censure, j'aime pas trop le mot, mais on en reparlera quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci. Je voulais juste rajouter que les avis et de nos invités de ce soir sont sur leur propre responsabilité et que non, ça n'engage pas la rédaction de Droits Citoyens. Je rappelle toujours que Droits Citoyens redonne la parole aux citoyens.
et c'est très important. Et Nicolas, on le connaît, gilet jaune. Comme je dis toujours, on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps de décortiquer, de regarder les choses et qui nous apporte beaucoup d'éléments qui sont très importants. Et on l'a vu, on l'a vu pendant le coronavirus, pendant le confinement. Il nous dit plein de choses qui sont très intéressantes, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et moi, j'aime bien l'écouter. Voilà, parce que des gens comme lui, il y en a pas beaucoup, et c'est très bien de l'avoir dans nos émissions sur Droit Citoyen. Une fois de plus. Voilà, on refera une nocturne de toute manière, Nicolas, hein, t'inquiète pas. Ah, allez. Voilà. Bah peut-être la semaine prochaine, on peut oui, dire ça en conclusion. Voilà. Laurent Mukeli, il est peut-être dispo à partir de mercredi prochain. Ouais, il y a pas de souci. Et si on peut avoir ce débat sur le fond, Pierre, ça t'intéresse, je sais, on en a parlé, sur le fond un peu philosophique, tu vois, on pourra peut-être reparler. Et faire un petit, si on arrive à faire ça la semaine prochaine ou la semaine suivante, faire un petit point sur comment cette idée se diffuse, là, ce qu'on vient de discuter, et dire, est-ce que Pierre, on sera peut-être précurseur, c'est ça l'avantage, c'est qu'on pourra dire, ah bah tiens, le 12 février, on a été quand même le premier à lancer la perche, donc en espérant que les médias dits de masse suivent, donc c'est déjà bien. En tout cas, merci Pierre de nous avoir dit oui pour ce soir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Pierre. Merci aussi à Nicolas. Merci Vincent. Et voilà, excusez-nous pour les merci et excusez-nous pour les problèmes techniques, c'est le début de plusieurs émissions, donc studio de campagne on fait avec. En tout cas, retrouvez toutes nos vidéos bien entendu sur la page YouTube droitcitoyen.info, le site où il y a tous les articles de nos étudiants journalistes qui font ça avec beaucoup de talent, qu'on peut retrouver sur www.droitcitoyen.info, et aussi justement un grand soutien, ce qu'on dit un grand big up à tous les étudiants de France qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir continuer leurs études, à tous les jeunes qui n'ont plus de vie, qui la vie elle est suspendue, qui peuvent plus sortir, qui peuvent plus faire la fête, et ça c'est compliqué, et surtout un grand soutien à nos blouses blanches et à mes anciens collègues des urgences du CHU de Saint-Étienne. Voilà. Merci. Lâchez rien les jeunes, surtout lâchez rien, vous laissez pas abattre. C'est surtout ça. Mais en tout cas, merci à tous. Très bonne soirée et très bon week-end et à très bientôt. Salut. Salut.